démarrer, les retardataires prendront le casse-croûte en route. Mais tout l'avantage du casse-croûte, c'est que ça tienne sur le timing serré du midi. Alors, si on commence, nous, avec du retard, après, ça va plus le faire. Est-ce que vous m'entendez sans le micro dans la salle? Je vais le faire sans micro, je pense. Oui, ça va être bon. Et ça, on nous entend toujours en distanciel. Quelques mots de présentation. D'abord, bienvenue à la Maison de l'Avocat pour ces casse-croûtes juridiques. Je ne sais pas si parmi vous, d'autres en ont déjà fait. Le concept, c'est donc 1 h 30 sur un point juridique où, en même temps, on déjeune, comme ça, on lit l'utile à l'agréable. Et puis devant vous, mon confrère Michael Massé et moi-même, Elisabeth Lefebvre. On intervient fréquemment au sein du barreau de Nantes sur les questions numériques et propriété intellectuelle. On fait tous les deux partie de la commission numérique. Et puis donc membre du barreau depuis un temps qu'on ne mentionne plus désormais. L'objectif de ce casse-croûte, évoquer avec vous la vente en ligne, les quelques réflexes à avoir quand on se lance ou quand on envisage de se lancer sur la vente, enfin, pour le développement d'un site de vente en ligne. L'idée, ça va être de balayer l'ensemble des thématiques, enfin pas l'ensemble des thématiques, mais un peu le sujet du début jusqu'à la mise en œuvre du site, puisqu'on verra ensemble, dans un premier temps, la réservation. Alors, de façon un peu synthétique, on met la réservation du site web, même si on ne réserve pas un site web, on réserve un nom de domaine, mais c'est un peu la réservation du nom de domaine et le référencement après de ce site dans un premier temps. On verra ensuite comment est-ce que ce site, on l'alimente, comment est-ce qu'on le crée d'abord et comment est-ce qu'ensuite on l'enrichit. Et puis, on verra ensuite la partie encore un peu plus légale du sujet avec les fameux contenus légaux des sites Internet en général et du site de vente en ligne en particulier. Et puis, évidemment, parce qu'on adore ça, #RGPD, c'est la vie, on fera un petit focus sur les données personnelles pour terminer ce casse-croûte ensemble. À ce stade, est-ce que tu as déjà des observations à faire? C'est bon. J'en profite simplement pour dire bonjour à tout le monde. Voilà. Puis, on va se répartir les rôles, donc je te laisse commencer, je t'en prie. C'est ça. Premier point du coup, à voir ensemble, donc la réservation du nom de domaine et ensuite le référencement du site Internet. Petit rappel sur ce qu'est techniquement le nom de domaine. Le nom de domaine, en fait, si on essaye de le comparer à ce qui existe dans le monde, non plus du web, mais du monde réel, le site Internet, c'est la vitrine d'un commerce. Et le nom de domaine, ça s'apparenterait dans ce cadre-là, plus ou moins à l'enseigne de votre établissement. C'est-à-dire, c'est là où vos clients vont se rendre pour pouvoir accéder à la présentation de votre activité, à la présentation de votre commerce. À la base, il y a très très longtemps, le nom de domaine qui correspond ni plus ni moins à une adresse IP, donc c'est l'adresse, la suite de chiffres complètement impossible à mémoriser qui permet à un ordinateur de se connecter au web et à deux éléments informatiques de se connecter les uns avec les autres par l'intermédiaire du web. Le nom de domaine, c'était donc, je vous le disais, une suite de chiffres qui était tout à fait impossible à mémoriser. De sorte que depuis maintenant 1985, on se réfère à ce qu'on appelle le DNS, le Domain Name System, qui en fait a permis pour le commun des mortels de rendre non plus visible la suite de chiffres, mais plutôt un terme, un mot, une adresse qu'on peut prononcer, que le commun des mortels va pouvoir prononcer, et qui donc va pouvoir être plus facilement mémorisé par le client consommateur ou professionnel, en tous les cas par l'internaute. Mais derrière ce nom de domaine, il ne faut pas oublier que c'est une adresse IP qui se cache derrière le nom de domaine.
Le nom de domaine, il se structure donc avec ce fameux préfixe www qu'on utilise de moins en moins et qui aujourd'hui, même quand on ne le met pas, permet de se raccrocher au site internet relié au nom de domaine. Et puis ensuite, vous avez le radical et ensuite l'extension. Ce qu'il faut garder à l'esprit quand on choisit son nom de domaine, puisque généralement, c'est la première étape quand on s'apprête à lancer son activité en ligne, votre nom de domaine, votre radical, vous êtes peu ou prou libre de le choisir. Vous allez pouvoir décider que ce soit le rappel de votre nom de société si vous avez une société, ça peut être votre dénomination sociale, ça peut être votre enseigne, ça peut être votre nom de famille, ça peut être finalement ce que vous voulez. Il n'y a pas d'obligation de reprendre le nom de votre dénomination sociale ou de reprendre votre enseigne. Vous pouvez choisir quasiment ce que bon vous semble, à partir du moment où ce signe, il est disponible. C'est un des premiers critères du choix de ce nom de domaine. Il va falloir effectivement un nom de domaine qui est disponible, mais qui ne va pas être nécessairement une marque non plus. Ce sont des titres qui sont différents. Donc, vous allez pouvoir avoir un nom de domaine, vous allez pouvoir avoir une marque en parallèle, mais votre marque, votre nom de domaine peuvent être différents. Vous pouvez aussi, en termes de visibilité, décider d'avoir un nom de domaine qui reprend votre marque si vous en avez une. Et même chose pour donc la dénomination sociale ou l'enseigne qui, elle, ou le nom commercial, pardon, qui, elle, lui désigne le fonds de commerce. Ce radical, donc cette partie qui est avant l'extension, vous le choisissez librement, sous réserve qu'il soit, je reviendrai dessus, disponible, distinctif et licite. C'est les 3 grandes conditions que doit respecter votre nom de domaine et notamment votre radical. L'extension vient ensuite. Donc là, ici, dans l'exemple que je vous ai montré, c'est le .fr. Mais aujourd'hui, on a un florilège d'extensions qui existent. Ce que vous pouvez retenir, c'est qu'on a des extensions qu'on va dire nationales, qui sont plutôt avec une visée d'identification d'un territoire géographique de votre activité. .fr, .eu, .de, par exemple, .re si vous êtes à La Réunion. Voilà, il y a des extensions qui vont être plutôt à visée territoriale, donc qui peuvent être choisies là aussi si vous avez envie de donner à votre nom de domaine une coloration locale. On sait que le local, c'est quelque chose qui marche bien. Alors, on en a aussi maintenant de plus en plus. On a des .bzh, on a des .paris. Il y a des extensions qui peuvent être aussi choisies pour vraiment .alsace, pour ancrer dès le choix de votre dénomination sociale, votre nom de domaine, ancrer votre activité sur un territoire géographique, même si le nom de domaine, lui, il est accessible partout de par le monde. Ça, c'est les extensions nationales. Vous avez aussi les extensions dites génériques, le .com, le .net, le .io qui était à la base une extension territoriale nationale qui aujourd'hui est de plus en plus utilisée comme une extension générique, mais vous avez ces extensions génériques, sachant que dans ces extensions génériques, aujourd'hui, vous en avez aussi qui peuvent être utilisées pour illustrer la nature de votre activité. Vous allez par exemple avoir des .shop, des .biz qui peuvent donner aussi, dès le choix de votre nom de domaine, une information pour vos consommateurs sur le type d'activité que vous allez vendre sur votre site internet. Le .net, par exemple, qui va être une extension très souvent utilisée pour des services en lien avec les technologies numériques. Le .shop pour une boutique en ligne. Vous avez du .resto, vous avez énormément d'extensions qui existent et vous le voyez lorsque vous allez sur les sites de bureaux d'enregistrement, vous avez des listings assez longs, un inventaire à Prévert extrêmement long sur les différentes extensions possibles qui peuvent être choisies. Retenez simplement qu'en pratique, le consommateur va plus facilement, s'il est français, va plus facilement retenir un .fr ou un .com. Le .com ayant un autre gros avantage, c'est que sur les smartphones, vous avez une petite touche .com qui est préenregistrée sur les téléphones qui permet de ne pas avoir à taper directement l'extension. Donc le .com est un de ceux qui est le plus visé
qui à la base vise non pas une dimension internationale, mais une activité commerciale. Aujourd'hui, on lui donne une coloration internationale. En réalité, c'est vraiment le but du .com à la base, c'est de viser une activité commerciale. Donc, dans le cadre d'un site de vente en ligne, il est plutôt recommandé, il est plutôt utile de pouvoir utiliser le .com si tant est qu'il soit évidemment disponible. Retenez aussi, pour ceux qui ont les plus gros budgets, que depuis 2012, on a la possibilité d'avoir des extensions personnalisées. Vous allez par exemple avoir le .Leclerc, .Airbus, .Amazon, et déjà rien que quand je dis ça, vous comprenez que ça ne s'adresse plus au commun des mortels, c'est-à-dire qu'il y a une procédure qui peut être menée auprès de l'ICANN, qui est l'office qui harmonise ce domaine name system de par le monde, pour s'assurer encore une fois qu'un nom de domaine n'est pas réutilisé plusieurs fois par plusieurs personnes. Mais l'ICANN a donc mis en place la possibilité, moyennant des frais colossaux, et un dossier extrêmement laborieux à remplir en langue anglaise, mais vous pouvez tenter, si le cœur vous en dit et si votre activité est extrêmement florissante, vous pouvez envisager un jour de demander une extension personnalisée pour avoir vraiment… Alors après, il y a une charte qui est rattachée à cette extension, c'est-à-dire que tout un chacun ne pourra pas ensuite utiliser votre extension personnalisée. Il faudra évidemment répondre à certains critères que vous, lorsque vous aurez demandé cette extension-là, vous aurez établi. Mais ça, je les laisse de côté parce qu'elles sont quand même réservées à l'élite, quasiment. Mais voilà pour les 3 grandes catégories d'extensions. Retenez aussi que dans les extensions génériques, vous en avez certaines dont on dit qu'elles sont sponsorisées, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas les utiliser sans répondre à certains critères spécifiques. Typiquement, il y en a une qui parle à tout le monde, c'est le .gouv.fr. .gouv, évidemment, tout à chacun ne va pas pouvoir utiliser le .gouv parce que le .gouv est réservé à des sites internet qui sont en lien avec une activité gouvernementale ou étatique. Donc, vous avez certaines extensions génériques qui restent, elles aussi, sponsorisées, mais vous en avez tout un paquet qui sont non sponsorisées. Et là, encore une fois, c'est pas sky is the limit, mais on n'en est pas loin parce qu'il y en a pas loin de plusieurs centaines qui sont possibles sur le net. Mais toutes ne sont pas facilement mémorisées. La règle essentielle en matière de choix de nom de domaine, ce qu'il faut vous rappeler, c'est que c'est la règle du premier arrivé, premier servi. C'est ce fameux article L45-1 du Code des postes et des communications électroniques qui nous pose cette règle-là. Le principe en matière de nom de domaine, c'est un nom de domaine, un titulaire. Une fois qu'un nom de domaine a été réservé une fois, c'est-à-dire radical plus extension, plus personne ne peut l'avoir. Après, on pourrait avoir le même radical avec une autre extension éventuellement, sous réserve, on verra tout à l'heure. Mais le principe, c'est un nom de domaine ne peut pas être réservé plusieurs fois. Premier arrivé, premier servi, auprès d'un bureau d'enregistrement. Les bureaux d'enregistrement, vous en avez là aussi pléthore. Certains, par exemple, l'AFNIC pour le .fr, .re, sont réservés à des extensions nationales françaises. Mais vous avez après beaucoup par exemple, OVH va vous permettre, ou Wix, si vous faites votre site sur Wix, vous allez aussi pouvoir passer par ces bureaux d'enregistrement qui sont en réalité des délégataires de l'ICANN, qui est cette grande institution qui gère le DNS. L'ICANN, ensuite, a des bureaux d'enregistrement qui sont des délégataires qui s'occupent en pratique d'assurer la réservation des noms de domaine. Vous vous adressez à ces bureaux d'enregistrement que vous choisissez librement et auprès desquels vous allez payer ces frais de réservation. La réservation, elle est pour une durée limitée et elle doit être renouvelée régulièrement. Vous pouvez décider de réserver votre nom de domaine pour 1 an, vous pouvez réserver pour 2 ans, 5 ans, 10 ans. C'est juste que plus vous choisissez une durée longue, évidemment, plus le coût va être important. Et à l'issue de cette durée-là, il faudra penser à renouveler votre réservation parce que sinon, vous perdez le bénéfice de votre réservation. Toute cette règle essentielle du premier arrivé, premier servi se cache ensuite un deuxième grand principe qui est malgré tout que votre nom de domaine, il doit répondre à certaines conditions. Licéité d'abord, vous ne pouvez pas réserver un nom de domaine qui soit contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Si par exemple, notamment, vous cherchez du .fr, vous allez voir que l'AFNIC a une charte de nommage, c'est-à-dire vraiment tout un document qui est accessible sur le site de l'AFNIC, où on a une liste, là encore, de termes qui, si vous commencez à les utiliser,
soit vont être refusés pour une réservation, soit vont faire l'objet d'un énorme warning. Les insultes, tout ce qui va être terme un peu de propagande terroriste, ce genre de choses, pour ne citer que les exemples les plus marquants, vont bien sûr faire l'objet d'une vigilance accrue de la part de l'AFNIC ou des bureaux d'enregistrement. On ne peut pas avoir un nom de domaine qui soit contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Ça va de soi, mais ça va toujours mieux en le disant. Deuxième grande règle importante, c'est la disponibilité. Disponibilité, ça veut bien évidemment dire que si votre nom de domaine, je sais pas quoi.fr, mavo.fr est déjà réservé, vous ne pourrez pas avoir le mavo.fr. Mais vigilance si vous demandez le mavo.com. Mavo étant un terme qui a déjà été utilisé, vous avez un potentiel risque de défaut de disponibilité de votre signe. Votre nom de domaine, il ne doit pas porter atteinte à un droit antérieur. Et là, ce qu'on appelle droit antérieur, là aussi, c'est assez vaste. C'est-à-dire que vous devez vous assurer, lorsque vous choisissez votre nom de domaine, que vous n'allez pas porter atteinte à un autre site Internet qui est déjà en ligne, avec un nom qui serait trop proche, que vous ne portez pas non plus atteinte à une marque qui a déjà été enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services que vous vous apprêtez à proposer sur votre site Internet. Parce que là, non seulement votre nom de domaine ne serait pas complètement valable, mais en plus, vous auriez un risque d'action en contrefaçon à la clé. Donc, votre site, votre nom de domaine, le choix du nom que vous faites, il faut garder à l'esprit qu'il doit être disponible, donc pas d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle antérieurs, pas d'atteinte à un droit de personnalité d'un tiers non plus, sauf intérêt légitime et bonne foi. C'est-à-dire si vous démontrez, par exemple, que c'est votre nom patronymique à vous, et que vous envisagez légitimement d'utiliser ce nom-là pour une activité qui ne porterait pas atteinte au nom patronymique du tiers. Idem, pas d'atteinte au nom d'une entité publique, la République française, collectivité territoriale, groupement de collectivités territoriales, institutions ou services publics nationaux ou locaux, tout ça, on évite, on ne choisit pas un nom qui puisse être confondu avec des droits, encore une fois, des droits antérieurs. C'est important aussi de se rappeler parce que si vous faites une réservation de mauvaise foi d'un nom de domaine, ça existe parfois, vous allez avoir une pratique qui existe parfois, c'est que vous avez quelqu'un qui va déposer une marque, mais qui ne va pas, dans la minute, réserver le nom de domaine qui correspond à sa marque. Vous allez parfois avoir des petits malins qui vont tenter de demander l'enregistrement du nom de domaine pour pouvoir ensuite le revendre à prix d'or au titulaire de la marque qui n'avait pas pensé à réserver le nom de domaine. Vigilance avec ce qu'on appelle ce cyber-squatting, parce que la politique qui consisterait à venir revendre ensuite ce nom de domaine-là à des sommes faramineuses pourrait s'apparenter à une réservation de mauvaise foi du nom de domaine. Et donc là aussi, faire l'objet de procédures de revendication de nom de domaine. On a toute une catégorie de procédures qui existent, des procédures Cirelli ou UDRP, pardon, qui permettent de revendiquer, lorsqu'on a un droit antérieur, d'essayer de récupérer la titularité d'un nom de domaine qui aurait été réservé de mauvaise foi par le réservataire du nom de domaine. Encore faut-il être en capacité de rapporter la preuve de la mauvaise foi. Ça peut se passer aussi quand on s'apprête à monter un site de vente en ligne avec deux associés, par exemple. On s'entend bien au démarrage. Il y en a un qui réserve le nom de domaine parce qu'il y a un nom qui commence à être envisagé. Puis finalement, entre-temps, ils ne se mettent plus d'accord. Et puis, la question est comment se répartit le nom de domaine. Il y en a un qui veut vendre le nom de domaine très cher à l'autre. Potentiellement, s'il n'y a pas eu d'accord au moment de la réservation du nom de domaine, si on réussit à démontrer qu'il y a un des associés plus associé qui a voulu bloquer l'autre, vous allez potentiellement avoir une démonstration de mauvaise foi et la question dans ces cas-là de la revendication du nom de domaine. Mais retenez bien cette question de la disponibilité qui doit conduire, premier réflexe, lorsqu'on s'apprête à réserver son nom de domaine pour son site de vente en ligne, le réflexe, c'est la recherche d'antériorité. C'est-à-dire, on va aller chercher non seulement sur Google s'il y a déjà une activité équivalente qui existe avec ce nom-là, mais on va aussi aller rechercher dans les bases de données d'INPI, éventuellement dans le registre des sociétés, si on a des noms identiques ou des noms similaires, c'est-à-dire qui ressemblent un petit peu, pour des activités identiques
ou similaire, sachant que si on a identique, similaire d'un côté et ou de l'autre, il faut vérifier si on n'a pas un risque de confusion potentiel entre votre activité et celle du titulaire antérieur. Le critère, dans ces cas-là, c'est le risque de confusion. Évidemment, si vous n'avez pas du tout d'activité équivalente, vous avez un nom avoisinant, mais pas du tout d'activité identique, pas de difficulté. S'il n'y a pas de risque de confusion, vous pouvez, dans ces cas-là, même si le .fr est réservé, vous pouvez réserver le .com. Si vous faites complètement autre chose, le grand critère, c'est le risque de confusion. À ce stade, juste un point de rappel, la réservation du nom de domaine, c'est déjà un demi-droit de propriété intellectuelle. Retenez qu'à partir du moment où vous allez commencer à exploiter votre nom de domaine, c'est-à-dire vraiment une exploitation effective de votre nom de domaine, aujourd'hui, moi j'aime bien parler de quasi-droit de propriété intellectuelle, parce que depuis la loi Pacte, par exemple, si vous avez un nom de domaine qui est exploité de façon effective pour votre activité et qui bénéficie d'une connaissance qui n'est pas seulement locale, vous allez par exemple pouvoir vous opposer à l'enregistrement ultérieur de marques par des tiers qui porteraient atteinte à votre nom de domaine. Donc, ce n'est pas inintéressant dans le cadre du lancement de son activité, parce qu'on a tout de suite le réflexe marque qui est le premier qui nous vient à l'esprit. Le nom de domaine, ça peut déjà commencer à constituer un début de droit sur de la propriété, sur le nom, et donc une demi-propriété intellectuelle. Ça, c'est vraiment, voilà, petit réflexe à avoir quand on réfléchit sur le nom de son activité. Oui, il y avait une question. C'est la loi Pacte qui a prévu ça, mais c'est le code de la propriété intellectuelle. C'est L 711-2 du CPI qui prévoit ça. Ça, c'est vraiment sur le choix de son nom de domaine. Une fois qu'on a son nom de domaine, on va pouvoir raccrocher à son nom de domaine son site Internet. Et là, on va pouvoir aussi commencer à se poser la question du référencement à venir de votre site Internet. Le référencement, sommairement, retenez que vous avez ce qu'on appelle le référencement naturel et le référencement payant. Le référencement naturel, il va se faire en fonction du contenu de votre site Internet, sur lequel Michael va revenir un petit peu tout à l'heure. Mais évidemment, le contenu de votre site, il va influencer ce référencement naturel et vous permettre d'apparaître plus ou moins haut sur les pages des moteurs de recherche. En parallèle de ce référencement naturel, vous avez le référencement payant. Si je prends l'exemple de Google, vous avez Google Ads qui vous permet de réserver certains termes pour vous permettre que votre site Internet apparaisse en lien sponsorisé sur les premières pages cette fois-ci, non plus seulement en fonction du référencement naturel, mais en fonction des sommes que vous aurez déboursées pour apparaître en première occurrence. Il y a, en termes de jurisprudence, des sujets assez récurrents maintenant qui existent, puisqu'il y a une pratique pour gagner en référencement qui existe, qui consiste parfois à utiliser, soit dans, alors ça c'est le référencement naturel, dans le code source de ces pages Internet ou dans les balises méta, ou bien dans les AdWords du référencement payant, d'utiliser la marque d'un concurrent. Et aujourd'hui, ce que nous dit la jurisprudence de façon assez nette, c'est que ce n'est pas complètement impossible de le faire. C'est pas complètement impossible de le faire sous, encore une fois, une réserve fondamentale, c'est de ne pas entretenir de risque de confusion avec l'activité du concurrent dont vous utilisez le terme. En l'occurrence, la jurisprudence récente, c'était Aquarelle. Aquarelle, qui est donc un site une marque de vente de fleurs. Et vous aviez un autre site Internet de vente en ligne de fleurs qui est dans le code source, donc référencement naturel, et dans les mots-clés AdWords, avait utilisé Aquarelle, qui était une marque un peu plus en vogue. Et donc, du coup, quand l'internaute tapait Aquarelle dans la base de recherche, dans le moteur de recherche, l'autre site Internet tombait dans les liens, apparaissait en première occurrence dans les liens sponsorisés. Évidemment, Aquarelle a grogné. Et Aquarelle n'a pas eu gain de cause, ni en appel, ni... là, c'est un arrêt qui date d'octobre 2023, donc ça reste encore relativement récent, mais ni devant la Cour de cassation. La Cour de cassation comme la Cour d'appel nous disant, alors c'est toujours une appréciation au cas par cas,
mais nous disant, en fait, ce que l'on va regarder, c'est est-ce qu'en pratique, il y a un risque de confusion pour l'internaute lorsque vous présentez votre activité, lorsqu'elle apparaît à la fois sur la page du moteur de recherche, c'est-à-dire que est-ce que votre nom de domaine porte éventuellement un risque de confusion? Est-ce que le lien qui est répertorié porte un risque de confusion? Est-ce que le petit texte de présentation, les quelques lignes que vous avez en dessous de la présentation de votre site qui apparaissent sur le moteur de recherche, est-ce qu'on a une confusion avec Aquarelle ou pas? Et est-ce que le contenu du site en lui-même entraîne une confusion pour l'internaute éventuellement qui peut arriver en se disant qu'il est sur le site d'Aquarelle? Et on va regarder, par exemple, là, en l'occurrence, le site en question avait un logo qui n'avait rien à voir avec Aquarelle. Le mot Aquarelle n'était cité nulle part sur le site Internet. Donc, en fait, pour l'internaute, il n'y avait pas de risque de confusion. On était vraiment simplement sur un référencement malin, sur une activité concurrentielle maligne qui, en tous les cas, n'a pas été sanctionnée sur le terrain, je précise, sur le terrain de la contrefaçon de marque. Gardez quand même à l'esprit qu'il faut veiller à une autre action qui existe, qui est l'action en concurrence déloyale et parasitaire, c'est-à-dire que si vous commencez à trop suivre un concurrent et à trop essayer de bénéficier de sa notoriété en utilisant son nom dans le cadre de votre référencement, vous pourriez éventuellement vous faire sanctionner sur le terrain du parasitisme. Dans l'affaire Aquarelle, ce n'était pas un fondement qui avait été invoqué, donc la question ne s'était pas posée. Retenez juste que dans un arrêt plus ancien de la Cour d'appel de Versailles 2022 qui concernait d'autres parties, ça avait été sanctionné sur le terrain du parasitisme. Mais donc, votre site internet de e-commerce, vous allez pouvoir tenter subtilement, intelligemment, de bénéficier parfois de ces petits outils de référencement, sous réserve toujours de ne pas entretenir de la confusion et sous réserve aussi de ne pas trop vous placer dans le sillage de votre concurrent et de ne pas trop chercher à bénéficier de la notoriété sans bourse déliée de ce concurrent dont vous vous inspirez. Voici un peu pour le démarrage de le nom de domaine et comment est-ce que je rends ce nom de domaine visible en ligne. La question ensuite, une fois que j'ai mon nom de domaine, c'est qu'est-ce que je fais de mon site internet? Merci Elisabeth. Donc, maintenant, on a notre nom de domaine, vous avez votre référencement et donc il vous faut le site web. La première question à se poser, c'est le site web. Soit vous prenez un site web clé en main, ou soit vous développez un site web sur mesure avec un prestataire. Un site web clé en main, ce serait l'équivalent d'un vêtement en prêt-à-porter, et du sur-mesure, c'est vous passez par un tailleur, vous faites de la haute couture. Donc, c'est deux choses qui sont complètement différentes. On va y revenir rapidement. Petite parenthèse sur la question de la marketplace. Alors, ce n'est pas le cœur du sujet aujourd'hui, mais se pose aussi la question de vente par le biais d'une marketplace. Donc, sur type Fnac, Amazon, Cdiscount ou autre. Donc, c'est un espace en ligne qui appartient à un autre. Donc, vous dépendez de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas votre site web véritablement. Vous dépendez donc de cet autre site. En termes de communication, ce n'est pas justement forcément l'idéal, notamment si vous avez une stratégie de marque, vous voulez vraiment mettre en avant votre marque, vos produits, vos services. Ce n'est pas forcément l'idéal. Les coûts sont un peu plus élevés puisque forcément votre marge va être en partie amputée. Il faut en avoir conscience. Globalement, on ne va pas forcément conseiller à une entreprise de ne vendre que par du marketplace justement pour ces questions de marge. Après, les marketplaces ont aussi beaucoup d'avantages en partie de référencement, notamment parce qu'elles parfois peuvent avoir des options intéressantes de services clients, de retour de produits. Maintenant aussi, avec la nouvelle réglementation, même sur le suivi, sur toutes les informations légales à donner sur un produit. Moi, maintenant, les marketplaces sont obligés de proposer, de vérifier que toutes les informations sont bien données aux consommateurs. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant de passer par une marketplace. Mais encore une fois, en fonction des situations, d'une manière générale, on ne conseille pas de ne vendre que sur du marketplace. Ça doit être plus quelque chose en plus. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir un site web. Ça dépend. Est-ce que tu peux passer? Donc, d'abord, la première hypothèse, c'est un site web clé en main. Vous avez un certain nombre de prestataires sur le web qui vont vous proposer, globalement, en quelques clics, de créer directement votre propre site web. En quelques clics, puisque vous allez choisir une certaine charte graphique qui pourront vous être proposées.
Mais c'est tout le problème du clé en main, c'est que vous êtes assez rapidement limité. Vous êtes limité en termes d'ergonomie, vous êtes limité en termes de charte graphique, vous êtes potentiellement limité en termes de visuel que vous pouvez proposer, même si certains prestataires proposent à ce que vous importiez vos propres images, vos propres fonds. Vous êtes parfois un peu limité aussi en termes d'applications qui pourront être intégrées sur les sites, sur ce type de site clé en main. En général, par exemple, pour un module de paiement, en général, ces prestataires vont proposer un module de paiement assez classique par carte bancaire, mais certains, par exemple, ne vont proposer un module de paiement que par PayPal ou par Apple Pay. Là aussi, il faut en avoir conscience. On peut être parfois limité par ce type de prestataire. Et puis, une des limites, c'est que nécessairement, c'est pas du sur-mesure, c'est du prêt-à-porter. Donc, vous ne pourrez pas forcément lier la solution, votre site web, avec vos propres logiciels internes. Vous avez en interne votre propre CRM, par exemple, pour la gestion de la clientèle. Parfois, c'est intéressant de lier votre site web directement avec votre CRM. Là, en général, ce ne sera pas possible avec un site clé en main, puisqu'on n'aura pas les bonnes applications qui pourront faire le lien. Ou de faire le lien avec votre logiciel comptabilité ou avec votre logiciel de gestion des stocks, par exemple. Parfois, ça peut être compliqué. Donc, parfois, encore une fois, il faut voir en fonction du prestataire. L'intérêt, c'est d'aller voir ce que fait le prestataire de site web clé en main et ce qu'il propose. C'est de naviguer, voir quelles sont ses options, ce qu'on peut faire avec lui. Et l'idée, c'est qu'en général, on a même un site web marchand, mais qui est standard. Donc, vérifiez bien les options proposées par ces prestataires. Quel coût en la matière? Les coûts, simplement, il faut vérifier ces coûts. Forcément, c'est du moins cher, c'est du prêt-à-porter, donc globalement, c'est moins cher, si c'est moins cher. Simplement, parfois, il y a des petits coûts cachés, en fait, puisque là aussi, ça dépend des prestataires. Mais parfois, le prestataire peut proposer un forfait initial assez bas. Même certains n'appellent même pas de forfait initial. Et ensuite, c'est uniquement sur un abonnement mensuel qui va intégrer l'hébergement du nom de domaine, par exemple, et puis toute la maintenance. Et donc, vous avez un abonnement à payer tous les mois. Sauf que finalement, après, quand on fait le décompte, eh bien, forcément, leur marge, ils prennent là, et parfois, ça peut être un peu cher. Donc, il faut simplement bien vérifier, bien avoir conscience s'il y a un forfait initial, il y a aussi tout un abonnement, et donc bien prendre connaissance des différents coûts. Mais d'une manière générale, ça reste quand même, si vous ne tombez pas sur un arnaqueur, ça reste quand même globalement moins cher. Il faut aussi faire attention avec ces prestataires de sites web clés en main à justement la maintenance qui est associée avec cette création de sites web clés en main. En général, vous aurez toujours une maintenance dite préventive, c'est-à-dire tout ce qui est mise à jour, notamment mise à jour, et pour éviter que des bugs arrivent. Donc, on a cette maintenance préventive. En général, il n'y a pas trop de difficultés. La maintenance corrective, donc là, on est plus dans l'idée où vous avez un bug qui apparaît, un problème qui survient sur votre site web, qui peut être de votre fait ou absolument pas de votre fait. En général, le prestataire va intervenir et il faut faire attention au délai d'intervention. Si votre prestataire vous dit moi je fais de la maintenance corrective, pas de problème, par contre mon délai d'intervention il est à 7 jours. Oui, alors si c'est votre site marchand et que vous faites du commerce uniquement avec ça, un délai de 7 jours, ça va être très problématique. Donc là aussi, il faut bien faire attention au délai d'intervention en matière de maintenance corrective. Et puis ce qu'on appelle maintenance évolutive, alors c'est ça va être davantage l'évolution de votre site web. Vous voulez faire évoluer votre site web, vous voulez ajouter des pages, vous voulez ou simplement en fait il y a un changement de version du site web. Là en général les prestataires peuvent être plus limités. La prestation peut être plus limitée. Soit elles vont appeler des coûts assez importants d'évolution. Donc là, il faut bien surveiller justement ces prestataires parce que les coûts peuvent être très importants pour une évolution. Soit certains prestataires ne prévoient même pas une possibilité d'évolution en disant non, nous on vous propose un site, vous avez fait votre choix, vos textes, vos images au début, et en fait on ne prévoit même pas de modification possible. Même si vous voulez changer des images ou autre, ça peut être très fermé. Alors en fait on vous propose encore une fois un autre contrat, on fait un avenant et on vous refait repayer la totalité. Donc là en tout cas il faut être simplement vigilant sur la question de la maintenance évolutive, c'est-à-dire l'évolution de votre site web en cours de route. Donc voilà, il faut être attentif à ces différents éléments. Il reste que ça peut être intéressant en termes de compléments. Vous pouvez par exemple avoir
vendre en marketplace et avoir un premier site web clé en main, pourquoi pas? Ou alors, assez souvent, ce qui peut être intéressant, ce qui se fait, c'est quelqu'un qui a un magasin physique et en plus qui veut commencer à vendre en ligne, va passer par ce type de site web clé en main parce que le coût d'investissement, il est moins important et puis il a déjà ses produits et donc ça peut être assez intéressant. Mais donc, l'autre solution, c'est le site web sur mesure. D'avoir un site web sur mesure et donc de trouver un prestataire pour vous développer votre propre site web, celui que vous voulez, qui correspond à votre entreprise. Et c'est ce qui est très intéressant. Forcément, le coût en général va être plus important, mais les coûts ne sont pas forcément obligés d'exploser. Si tout dépend de ce que vous voulez faire de votre site. Si c'est juste un site vitrine ou si c'est un site marchand avec des milliers de produits référencés, forcément, ce ne sera pas la même chose. La première chose, le premier point, le premier travail à faire en tant qu'entreprise, c'est de trouver le prestataire qui vous convient. Il faut trouver le bon prestataire. De la même façon, si vous allez faire des travaux de construction dans votre maison, il faut trouver le bon prestataire. Au final, en fait, il y a toujours une analogie entre le droit de la construction et le droit de l'informatique en la matière. C'est exactement la même chose. Vous voulez réaliser un ouvrage, une construction, un site web, il faut trouver le bon prestataire qui va être véritablement compétent pour faire votre travail. Et donc, ce prestataire à trouver, d'abord, c'est en fonction de vous, votre maturité. Alors, votre maturité ou la maturité de votre entreprise en lien avec le domaine informatique. Concrètement, si dans votre entreprise, il n'y a personne de compétent en matière du numérique, en matière informatique, vous n'avez pas de service informatique, il n'y a personne qui gère quoi que ce soit, il faudra trouver un prestataire qui vous accompagne encore plus, qui sera là, qui sera encore plus force de proposition, qui pourra vous donner les bons conseils, les bonnes informations, et qui fera preuve d'une plus grande pédagogie au fur et à mesure du développement. À l'inverse, si vous avez déjà une certaine maturité, voire une grande maturité en entreprise, notamment vous avez un service informatique, vous avez plusieurs informaticiens dans la maison, eh bien là, justement, vous pouvez attendre un petit peu moins en termes de conseils du prestataire. Le prestataire aura toujours son obligation de conseil, mais on peut y attendre un peu moins de conseils puisque vous avez quelqu'un de compétent qui pourra discuter d'égal à égal avec le prestataire. Donc en fonction de ça, il faudra bien choisir et bien discuter au préalable avec le prestataire. Ensuite, en termes de développement, rapidement, il y a deux gros systèmes de développement d'un site web, mais en général d'un logiciel. On a, on va dire, la méthode classique qui apporte plus de sécurité juridique. La méthode classique, c'est la même chose avec en matière de construction. C'est que vous avez un projet très précis, il est bien décrit, vous allez voir un prestataire qui comprend bien votre projet, il vous fait un devis qui est fixe, vous avez un délai qui vous est donné, et voilà. Et donc, c'est grande sécurité juridique, mais c'est un projet qui est assez figé. Le coût de projet, il est figé. Donc, le développement va se faire. Et si vous voulez bien faire modifier votre projet, modifier votre site web, puisqu'en cours de route, vous dites, bah, tiens, finalement, je voudrais rajouter une page là, finalement, je vais également proposer des services. Alors, finalement, je veux une compatibilité avec mon logiciel de comptabilité. Eh bien, parfois, ça va être un peu plus rigide. Il faut refaire des avenants et donc, on a un fonctionnement un peu plus rigide. Mais ça convient bien, je pense, pour des petites entreprises qui veulent mettre en place leur premier site web. Ça peut être rassurant. Deuxième mode de développement, c'est ce qu'on appelle un développement en méthode agile. Dans ce méthode de développement, en fait, on a le projet globalement qui est arrêté, mais l'idée, c'est que le projet va s'affiner au fur et à mesure du développement. En fait, très régulièrement, plusieurs fois par mois, vous avez le responsable de projet chez le développeur et le responsable de projet chez le client qui vont se rencontrer. Il y a beaucoup de communication. Et à chaque fois, ils vont faire un point de développement. Le prestataire dit, bon, bah, on en est là, on a peut-être cette difficulté, est-ce qu'on va plutôt à gauche, est-ce qu'on va plutôt à droite, est-ce qu'on fait de cette façon ou de telle autre? Et puis, eh bien, on va avancer comme ça et on va valider. On a différentes étapes et en fait, on valide le développement étape par étape. On a des réceptions intermédiaires qui vont intervenir. Et en fait, à chaque étape, eh bien, on peut un peu changer les directions. Ce qui permet d'avoir, c'est pour ça qu'on parle de méthode agile, puisqu'on est assez agile. On peut facilement modifier, plus facilement modifier son projet en cours de développement. Sauf que forcément, en termes de délai et de coût, bah, là, vous n'avez aucune sécurité. En général, ce qui est prévu, c'est par exemple un taux journalier. On va vous dire, bah, c'est 800 € la journée, en fonction des profils, mais 100 €, 800, 1000 € la journée. Et puis, bah, ça va être en fonction du temps passé par le prestataire. Donc, il y a moins de sécurité juridique, en tout cas moins de sécurité en termes de délai, en termes de coût, mais vous avez plus d'agilité. Donc, cette méthode qui peut être intéressante, mais là, en général, c'est aussi davantage recommandé pour les entreprises donc, qui ont une certaine maturité, qui ont des services informatiques, qui sont capables de suivre le développement et qui sont peut-être plus à l'aise avec cette méthode agile.
Donc là aussi, faites attention si vous allez voir un prestataire, parce que même certains prestataires vous dites qu'ils vous vendent de la méthode agile, mais en réalité, ce n'est pas vraiment de la méthode agile, et puis d'autres vont vous vendre un délai qui est fixe, et puis finalement, on se rend compte qu'ils font un peu de... Ils ont encore beaucoup de marge de manœuvre, beaucoup de marge une grande liberté. En fait, soyez attentifs. Toute la phase préparatoire de discussion avec le prestataire, elle est très importante. D'ailleurs, dans cette phase préparatoire, vous trouvez le bon prestataire, et aussi la deuxième, premier élément très important, deuxième élément très important, c'est votre cahier des charges. Il faut que votre cahier des charges il soit très précis. Il faut exposer précisément vos besoins. Vous voulez quoi concrètement? Vous voulez un site web? Oui, mais sur votre site web, vous voulez quoi? Vous voulez une page d'accueil, une page équipe, une page contact, vous voulez une page pour proposer des produits? Est-ce que vous avez différentes catégories de produits, faire des classements de produits? Vous voulez les classer par prix, vous voulez les classer par taille? Il faut savoir précisément ce que vous voulez dans votre site web. Donc, il faut que vous ayez un cahier des charges. Et ce cahier des charges, c'est extrêmement important. La majorité des conflits aujourd'hui qu'on peut rencontrer en matière de développement, c'est un problème de cahier des charges. Parce que le cahier des charges, il n'a pas été bien rempli initialement. Alors, quand vous n'avez pas une maturité suffisante en matière de développement, les prestataires informatiques proposent la prestation de cahier des charges, une prestation complémentaire. En gros, vous arrivez avec une vague expression de besoin en disant bah, moi, je veux un site web. Et puis même, en général, le prestataire peut proposer une journée de formation avec vous pour recueillir véritablement vos besoins, pour discuter avec vous. Et puis ensuite, il va recueillir, et puis avec son expérience, va vous proposer un cahier des charges que vous validerez. Mais c'est une prestation complémentaire qui peut avoir un certain coût. Et c'est pour ça que certains clients, notamment des TPE, PME qui veulent essayer de réduire le coût, se disent bon non, mais le cahier des charges, on va s'en occuper. Le prestataire, il a proposé le cahier des charges, on ne veut pas de sa prestation complémentaire. Je dis bon, bah, ok, on prend votre cahier des charges. Et finalement, bah, il y avait parfois quelques flous sur quelques fonctionnalités où on dit oui, il faut. Voilà, j'ai des exemples très concrets sur quelques fonctionnalités qui étaient vaguement définies dans le cahier des charges. Bah, ça n'a pas loupé. 3 mois après, on est en plein contentieux. Et donc, c'est extrêmement important d'avoir ce cahier des charges qui est bien rédigé. Une fois que votre cahier des charges il est bien rédigé, vous avez trouvé le bon prestataire, donc le développement se poursuit. Important en tant qu'entreprise, on suit bien le développement et on surveille aussi son prestataire. Mais de la même façon, vous avez votre plombier qui vient, votre maçon qui vient monter un mur dans votre maison. Assez régulièrement, toutes les semaines, vous allez voir où ça en est. Et dit, bon, ça fait une semaine que ça n'a pas bougé, pourquoi? C'est important de suivre son prestataire alors de le surveiller, mais en général, il y a des points d'étape qui sont faits, mais c'est important de toujours d'aller le voir, de ne pas laisser exposer des délais notamment. Ça fait 3 mois que vous n'avez plus de nouvelles de votre prestataire, c'est pas normal, vous le relancez. Et c'est extrêmement important, notamment après s'il y a un cas de contentieux, ça sera aussi important. Donc vous suivez le prestataire, vous répondez le prestataire de la même façon assez régulièrement, il y aura des questions à vous poser, des demandes de précision, il faut répondre, parce que le client a aussi une obligation de collaboration. Un contrat de développement, c'est un travail qui se fait à deux avec un prestataire et un client, qu'il faut aussi répondre assez rapidement aux demandes du prestataire, sinon lui-même est bloqué. Donc c'est un travail collaboratif qui doit se faire. Et puis à la fin du développement, eh bien, vous allez réceptionner votre travail, le site web. Donc vous allez réceptionner, et puis donc en général, on va vous donner le site web, l'accès au site web, vous allez pouvoir le tester, vous allez regarder partout si ça fonctionne bien, vous avez des produits à vendre, vous allez faire des tests de mise en vente, ainsi de suite. Est-ce que ça va bien dans le panier? Est-ce que je peux payer? Ainsi de suite. Vous faites des simulations. Puis là, vous listez les différents bugs, les différents problèmes qui peuvent apparaître. Et puis, vous faites des réserves que vous renvoyez au prestataire, et ainsi de suite. C'est d'ailleurs, à mon sens, un bon moyen pour choisir votre prestataire, c'est lorsqu'il vous communique son contrat, d'aller lire sa clause réception. Dans son contrat, donc, il y aura une clause sur la réception qui va organiser la réception. Parfois, vous avez des clauses de réception qui sont très déséquilibrées. En fait, qui vont vous dire, on vous envoie le logiciel, si vous ne nous répondez pas dans une semaine, hop, c'est réceptionné, terminé, bonsoir. Non, c'est un peu trop rude, en fait. Donc, il faut aller voir aussi cette clause de réception. En général, c'est aussi un bon indice du sérieux du prestataire. Et donc, une fois que c'est réceptionné, une fois qu'il y a plus de... toutes les réserves ont été levées, eh bien, vous avez votre site web et donc c'est parfait, vous pouvez l'utiliser parfaitement. Donc après, se pose la question de la maintenance de votre site web. Comme tout à l'heure, vous avez de la maintenance préventive, de la maintenance corrective, de la maintenance évolutive. En général, votre prestataire va vous proposer la prestation pour le suivre. Première chose qui est importante, c'est séparer les contrats. Vous avez d'un côté un contrat de développement et de l'autre un contrat de maintenance.
Certains prestataires vont vouloir mélanger les deux. Pourquoi pas, mais il faut mieux, ça reste deux contrats différents. Vous avez le contrat de développement qui est un contrat à one-shot, vous avez une prestation de service, on développe le site web, point. Le site web est réceptionné, le contrat est terminé. Et ensuite, vous avez un contrat de maintenance, c'est-à-dire faire de la maintenance préventive et de la maintenance corrective. Donc là aussi, allez voir les délais d'intervention. Mais il faut bien, c'est mieux s'il y a deux contrats séparés. Et vous n'êtes pas obligé de faire la maintenance avec le prestataire. En général, si ça s'est bien passé, si on est dans une relation de confiance, pourquoi pas? La personne connaît bien le site web, pourquoi pas? Mais l'idée, c'est que demain, si ça se passe mal, bah, vous puissiez changer de prestataire. C'est bien d'avoir deux contrats différents. Et donc, sur ce site web, point d'attention, il y a un point d'attention, êtes-vous bien propriétaire de votre site web? Et ça, c'est pas si évident que ça. Alors, sur le site web clé en main, non, vous n'êtes pas propriétaire de votre site web. Mais sur votre site web sur mesure, pas toujours. Et il faut se dire que par défaut, ce n'est pas parce que vous avez payé le développement du site web que quelqu'un a suivi vos consignes et vous a développé le site web. Par défaut, le site web, en tout cas le site web est considéré comme protégé par le droit d'auteur. Par défaut, imaginez, pas toujours le cas, mais on va dire par défaut, imaginez que votre site web est protégé par le droit d'auteur. Eh bien, si rien n'est prévu dans le contrat, vous n'avez pas récupéré les droits d'auteur sur le site web et que le prestataire détient toujours les droits d'auteur sur le site web. Donc vous, tout l'intérêt dans le contrat, eh bien, c'est bien de récupérer les droits d'auteur sur le site web qui va être créé pour vous et que vous allez payer. Mais si on n'a pas de clause en ce sens, le simple fait de se dire je l'ai payé donc il est à moi, non, ça ne fonctionne pas. Donc vérifiez aussi qu'il y a bien une clause de cession de droits d'auteur. Aujourd'hui, moi, la majorité des prestataires que je vois, ils ne se posent pas la question, ils cèdent les droits d'auteur. Mais vous avez quelques prestataires qui disent non, nous, on ne cède pas les droits d'auteur. Et si vous voulez les droits d'auteur, eh bien, il faudra payer un supplément. Donc, ça peut être 10-20% en plus pour avoir les droits d'auteur. Oui. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre votre question. D'accord. Donc, je répète globalement la question, notamment pour les personnes qui sont en ligne. C'est dans quelle mesure vous pourriez protéger vous-même de votre côté les droits d'auteur sur le site web. D'accord. Ok. Alors, en fait, la problématique, ce n'est pas vraiment une, mais qu'il n'y a pas de système d'enregistrement pour avoir une protection du droit d'auteur. En fait, le droit d'auteur, il naît dès la création enfin, il va naître au fur et à mesure du développement du site web, au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas en fait de formalisme à effectuer pour avoir une protection d'un droit de propriété intellectuelle. C'est différent d'une marque, d'un brevet d'invention, d'un dessin modèle, où là, vous devez faire un enregistrement. Mais là, quand bien même vous avez toutes les compétences juridiques, par exemple, vous n'avez aucune. En fait, vous n'avez rien à faire, en fait. Vous ne pouvez rien faire pour protéger vos droits d'auteur. Alors, vous pouvez me dire, vous pouvez éventuellement déposer une enveloppe solo, puisqu'au fur et à mesure que le prestataire va vous communiquer les visuels ou les éléments de votre site web, vous pourriez déposer une enveloppe solo, mais en réalité, ça n'a aucun impact, puisque le prestataire sera capable de démontrer que c'est bien lui qui est à l'origine de la création. Donc, c'est bien lui qui est l'auteur. L'idée, c'est, par défaut, c'est lui qui est l'auteur, c'est lui qui a les droits d'auteur, parce que les droits d'auteur naissent dès la création. Donc, ce qu'il faut, c'est que dans la clause de cession de droits d'auteur qui est prévue dans le contrat, il faut prévoir une cession automatique des droits, enfin une cession des droits d'auteur sur le site web au profit du commanditaire, au profit du client. En général, on va la conditionner à la réception du site web et au paiement de la totalité du prix. Mais en fait, c'est la seule possibilité pour vous réserver la propriété du site web. Donc là, il faut faire attention, êtes-vous bien propriétaire du site web et donc lisez bien le contrat. Et donc enfin, donc là, vous avez votre site web, OK, il est créé, c'est parfait. Et donc maintenant, on a un peu de contenu. Le contenu, donc en général, c'est vous qui allez être responsable du contenu, même si des prestataires peuvent vous proposer du contenu. D'abord, vous pouvez avoir des images dans votre site web. Des images, ça peut être des dessins, ça peut être des photographies, ça peut être des photographies de membres de votre équipe. Vous avez fait votre photographie, vous mettez membres de votre équipe pour montrer que votre entreprise, c'est vraiment, vous êtes super heureux de travailler dans votre entreprise. Prenez des photographies de vos produits ou autre chose. Et donc, vous les mettez sur votre site web. Première alerte, le droit à l'image.
on en a parlé un tout petit peu, la question du droit à l'image. Ça veut dire, est-ce que les personnes qui apparaissent sur les photographies ont bien donné leur consentement à ce que leur image apparaisse, quand bien même c'est votre salarié que vous avez pris en photo. Est-ce que vous avez bien son consentement pour mettre son image à l'écran? Si vous avez utilisé des images d'une banque d'images, d'une base de données d'images, en théorie, il n'y a pas de problème dès lors que cette base de données est légale et que ce n'est pas une photo prise sur le net un peu au hasard. En théorie, il n'y aura pas de difficulté. Donc, droit à l'image, faites attention au droit à l'image. Ensuite, il y a la question du droit d'auteur. C'est que potentiellement, ces dessins, ces images sont protégées par le droit d'auteur. Donc, qui dit là aussi, imaginez que par défaut, une photographie est protégée par le droit d'auteur. Ce n'est pas toujours le cas, mais imaginez que par défaut, il y a un droit d'auteur qui s'applique sur toutes les photographies. Eh bien, il faut avoir, par défaut, l'autorisation de l'auteur pour pouvoir diffuser une photo sur un site web. Là aussi, si vous passez par une banque d'images, en théorie, le fait d'avoir payé ou autre, en général, il n'y a pas de difficulté. Mais si vous faites vous-même vos photographies, vous demandez à un salarié de faire des photographies, vous prenez des photographies d'un sous-traitant directement sur son site sans lui demander d'un fournisseur sans lui demander son accord, là, faites attention. Il faut bien avoir l'autorisation de l'auteur de l'image de la photographie avant de la mettre sur votre site web. Et puis avec la petite mention du copyright, avec le petit C pour dire quel est l'auteur de la photographie ou de l'image. Ça, c'est des points qui sont importants. Mention qu'on peut réapparaître dans les mentions légales, ça on pourra en reparler plus tard. Ensuite, il peut y avoir du texte sur votre site web. Là aussi, imaginez que le texte peut être protégé par du droit d'auteur. Globalement, dès qu'on a, c'est une moyenne, mais je pense qu'à partir du moment où vous avez 2-3 lignes, potentiellement, ça peut être protégé par du droit d'auteur. Et en fait, c'est assez, dès lors qu'une personne va mettre sa personnalité dans un écrit, il y a du droit d'auteur. Donc, tous les textes sont protégés par du droit d'auteur. Donc là aussi, si vous avez demandé, et là c'est un exemple important, si vous avez demandé à un salarié justement de décrire vos textes, vous allez décrire une présentation de l'entreprise, de décrire produit après produit, potentiellement il y a du droit d'auteur qui s'applique sur chacun de ces textes, et ces droits d'auteur, ils appartiennent à votre salarié. Et ce n'est pas parce qu'ils appartiennent à votre salarié que vous, en tant qu'employeur, vous avez le droit de les utiliser. Donc il faudra faire une cession de droits d'auteur entre le salarié et l'employeur pour récupérer les droits d'auteur sur les différents textes qui ont pu être rédigés. Donc là, il faut faire attention. Et puis, de manière générale, ne récupérez pas forcément les textes d'autres sites web. Vous vendez peut-être les mêmes produits qu'un autre site ou que votre fournisseur, par exemple, va éviter de faire un copier-coller des mêmes textes. Ça peut être plus simple, pensez encore en droit d'auteur. Donc, il faut faire attention, ayez vos propres textes originaux, c'est mieux. Ensuite, petite alerte sur si vous avez un forum, si vous avez des avis clients qui peuvent être mis, vous avez un espace d'écriture libre de la part des internautes. Là, faites attention au contenu. Alors, vous n'êtes pas responsable du contenu des textes de ces espaces libres. Donc, vous ne serez pas en première ligne. Simplement, vous avez tout de même une responsabilité si en gros, si vous avez connaissance d'un contenu injurieux, d'un contenu dénigrant, d'un contenu homophobe, peu importe, un forum, un espace d'avis, et ça peut vite dégénérer. Là, il faut simplement, pour vous, être attentif, et dès lors que vous avez connaissance de propos injurieux, il faut le supprimer. C'est votre responsabilité. Alors là, c'est en tant qu'hébergeur, mais même si vous êtes éditeur du site, mais pas pour la partie forum, puisque ce n'est pas vous qui êtes responsable du contenu du site. Donc là, il faut faire attention à ça. Vous avez des produits à vendre. Bon, là, simplement, vérifiez que vos produits sont bien licites, que vos produits ne sont pas périmés, que vos produits que sont des produits authentiques, que ce ne sont pas des produits contrefaisants. Là, c'est votre responsabilité. Ou vérifiez également, par exemple, qu'il y a certaines interdictions. Vous ne pouvez pas vendre en ligne des cigarettes, par exemple. Donc là, vérifiez bien la réglementation applicable en la matière. Pour terminer, mais finalement, je m'arrête là. Vous pouvez avoir des données personnelles, des formulaires de contact, j'en reparlerai juste après. Et puis, vous avez des documents légaux. Et là, je passe la parole à Elisabeth. Et oui, parce que tout poétique qu'il est, le site de vente en ligne, il y a quand même une partie légale à un moment qu'il va falloir veiller à mettre en place. Parce que quand on fait de la vente de manière générale, on a des informations à transmettre. Et quand on fait de la vente en ligne, on a certains droits spécifiques à rappeler aux consommateurs. Donc, votre site Internet, parce que c'est un site Internet, parce que vous faites de la vente et parce que vous faites de la vente en ligne, qui plus est, vous allez avoir du contenu légal à organiser. Le premier contenu auquel il faut penser, ce sont ces fameuses CGV, conditions générales de vente. À ne pas confondre avec des CGU, conditions générales d'utilisation. On en parlera
pas particulièrement aujourd'hui. C'est juste que retenez pour faire le distinguo entre les deux. Parfois, nous, nos clients utilisent CGV ou CGU de façon un peu indifférenciée. C'est pas la même chose. CGV, c'est vraiment comment est-ce que vous souhaitez vendre vos produits, dans quelles conditions vous vendez des produits ou des services. CGU, c'est si sur votre site internet, vous avez des services qui sont utilisables directement en ligne par l'internaute. S'il se connecte, s'il a une plateforme, si à un moment il fait un usage d'outils que vous mettez à disposition sur votre site internet. Là, ce sont des CGU, conditions générales d'utilisation. C'est pas du coup la même chose. Les CGV, elles sont vraiment organisées dans le cadre d'une activité de vente. Donc, si j'ai un site de vente en ligne, inévitablement, je vais avoir besoin de marquer des CGV. Inévitablement, sous une réserve, c'est si je ne m'adresse pas à des consommateurs et si je m'adresse que à des professionnels. Le B2B, c'est pas tout à fait pareil. B2C, le réflexe, c'est conditions générales de vente automatique. Ça, c'est prévu par le code de la consommation, parce qu'on protège beaucoup le consommateur. Et donc, le code de la consommation a bien prévu que pour les clients particuliers, il faut ce fameux texte qui, en fait, c'est ni plus ni moins que le contrat qui va organiser la relation entre vous, vendeur, et vous, et le consommateur, sauf qu'on ne va pas faire du contrat de gré à gré sur de la vente comme ça, en ligne. Donc, on a un document qui va dresser l'ensemble des droits et obligations du vendeur d'un côté, mais aussi du consommateur de l'autre. Le but, c'est évidemment d'informer les clients de façon lisible et compréhensible sur leurs droits et leurs obligations. Des CGV évidemment lisibles. On sait qu'on en a certaines qui vont faire 2 pages écrites, pattes de mouche, etc. Ça passe si ça reste lisible et compréhensible. Ça reste l'objectif premier. Et il faut que ces CGV, elles soient facilement accessibles pour le consommateur. On parle site de vente en ligne, donc ça veut dire que par exemple, l'une des méthodes classiques, c'est d'indiquer, d'avoir un onglet CGV en bas de chacune de vos pages de navigation de site web. Vous mettez CGV, il clique dessus, il y a accès où qu'il soit sur votre site internet. Sur la vente pas en ligne, le classique, c'est d'avoir les conditions générales affichées au comptoir ou derrière, mais il faut qu'elles soient communiquées avant l'opération de vente au consommateur. Le consommateur décide de les lire ou pas, il décide de cocher sans les lire ou pas, c'est son choix. Il est censé les avoir lus, il est censé les avoir acceptés. À un moment, il va cocher qu'il a pris connaissance et qu'il a tout bien compris et qu'il est tout à fait d'accord avec ces conditions générales de vente. Votre boulot, c'est de les avoir mis sur le site de façon facilement accessible, encore une fois, que le texte en lui-même soit lisible et compréhensible. Après, si le consommateur décide de cocher sans être allé les voir, voilà, vous les aviez mis à disposition. Mais encore une fois, vigilance, il faut impérativement les mettre. Comme je suis avocate, on aime bien mettre des petits warnings pour vous faire peur. Il y a quand même un risque quand on a un site ou pas un site, mais quand on fait de la vente et qu'on ne communique pas au préalable ces conditions générales de vente. Lorsqu'on vend à des particuliers, le risque, c'est jusqu'à 3 000 € d'amende. C'est jusqu'à 3 000 € d'amende, c'est un maximum pour des entreprises individuelles, dont des micro-entrepreneurs. Et ça peut aller jusqu'à 15 000 € pour des sociétés. Ce sont des maximums, mais il faut quand même le garder à l'esprit parce qu'on voit encore, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, des sites qui sont largement relayés sur les réseaux sociaux, Instagram et autres, mais qui sont complètement pas aux normes en termes de réglementation sur la vente en ligne, et sur la vente tout court. Ça, c'est potentiellement sanctionnable, donc il faut veiller à mettre ces conditions générales de vente obligatoires lorsque vous vous adressez à des particuliers. Je vous le disais, elles restent facultatives vis-à-vis des clients professionnels. Là, cette fois-ci, c'est le code de commerce qui nous le dit. C'est facultatif, mais il faut quand même les avoir sous la main parce que si votre client professionnel vous les demande, vous êtes censé pouvoir les lui communiquer à première demande. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre. Si vous faites du B2B, de la vente à des professionnels, ce n'est pas la peine de vous dire « j'attends qu'il y en ait un qui me les demande pour les rédiger ».
rédigez-les au lancement de votre activité, au lancement de votre site de vente. Rédigez vos conditions générales, comme ça c'est fait et on n'y revient plus ou on n'y revient presque plus, sauf lorsque on a besoin de faire évoluer les conditions générales pour qu'évidemment ces conditions générales soient toujours conformes à ce que vous pratiquez comme méthode de vente. Ces conditions générales de vente, non seulement elles doivent exister, mais elles doivent aussi répondre à certaines exigences de contenu qui sont prévues par des textes, là aussi. Le code de la consommation, notamment pour les clients particuliers, nous dresse, là aussi, ce n'est pas complètement exhaustif, je ne vous ai pas tout mis, mais j'ai quasiment tout mis, toutes les informations qui doivent figurer dans vos conditions générales de vente. Petit focus, ça peut paraître rébarbatif de rédiger des conditions générales de vente. Là non plus, ne soyez pas tentés par la facilité qui irait à faire le copier-coller des CGV d'un concurrent ou autre, parce qu'il arrive que sur certaines conditions générales de vente particulièrement bien rédigées et appétantes, la jurisprudence nous dit parfois qu'elles peuvent être protégées par du droit d'auteur, et si elles ne le sont pas, vous pourriez malgré tout vous faire encore une fois taxer de parasitisme ou de concurrence déloyale. Donc, bon, on ne va pas réinventer la roue à chaque fois, mais essayez malgré tout. Faites attention, notamment lorsque vous allez, ça arrive là aussi, on le voit parfois, lorsque vous faites de la récupération de conditions générales sur les sites de tiers, veillez à changer le nom des entreprises. Ça arrive, vraiment. Ce n'est pas que des cas d'école. On a parfois sur un site... pareil pour les mentions légales sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, on a parfois des textes, c'est très bien, ils sont là, mais sauf que ce n'est pas les bonnes personnes qui sont nommées. Donc, bon, s'inspirer, pourquoi pas, mais il faut quand même à un moment faire le travail d'abord de s'assurer que ces conditions générales, elles correspondent au service de vente que je vais proposer. D'abord, vous le voyez, parce que l'une des premières exigences, c'est de définir les caractéristiques essentielles des biens et ou des services que je vends aux consommateurs, aux clients particuliers. À chaque fois, là non plus, rentrer dans le détail, mais si vous faites de la vente de prêt-à-porter, vous allez expliquer que c'est de la vente de vêtements, etc., prêt-à-porter. Enfin, c'est vraiment définir les caractéristiques générales à chaque fois de vos biens et de vos services. Spécificité là, différence entre les particuliers et professionnels. Dans vos CGV particuliers, les prix doivent être mentionnés en prix TTC. Ne laissez pas du hors-taxe qui traîne. Le hors-taxe, ça n'est que pour le B2B client professionnel. On ne met que des prix en TTC lorsqu'on s'adresse à des particuliers. Vous allez aussi devoir détailler les frais, les dates et les modalités de livraison. Là aussi, c'est pour ça que le copier-coller de ce que fait le voisin, ça ne va pas forcément toujours fonctionner parce qu'il faut vous assurer que vous vous engagez en fait avec ces conditions générales. Encore une fois, c'est l'équivalent d'un contrat. Donc, si vous vous engagez sur des modalités de prise en charge des frais de livraison avec des montants par exemple maximum, ou bien des délais de livraison, ou bien des modalités, je ne vends pas, enfin, je vous livre pas à domicile, je fais seulement la livraison au point relais. Il faut que ça corresponde vraiment au service de vente et de livraison que vous allez proposer. Donc, il faut faire l'effort de bien s'assurer que vos conditions générales correspondent à ce que vous allez mettre en œuvre. Modalité d'exécution des contrats, modalité de paiement. Là aussi, c'est important de faire du sur-mesure dans vos CGV. Est-ce que vous allez demander le paiement lors de l'achat en ligne? Est-ce que c'est un paiement, ça peut arriver à la livraison? Est-ce que c'est après envoi d'une facture? Quel délai dans ces cas-là si c'est après réception de la facture? Est-ce que vous acceptez les paiements par chèque, espèces, carte, VP, carte cadeau? Tout ça doit être précisé dans vos conditions générales de vente. Le droit de rétractation, je reviendrai dessus tout à l'heure. Et puis, vous avez ensuite information sur les garanties légales de conformité, garanties des vices cachés, qui sont des garanties qui existent dans tout contrat de vente, mais qui doivent là aussi être reprécisées aux consommateurs particuliers. Le SAV, s'il existe, dans quelle mesure est-ce qu'il peut être mis en œuvre? C'est quoi les conditions? Lorsque vous avez non pas de la vente de produits, mais de la vente de services, quelle va être la durée du contrat? Est-ce qu'il se renouvelle de façon tacite ou non? Quel est le délai éventuellement de résiliation s'il y a une reconduction tacite?
Tout ça, et puis si vous avez un contrat une prestation de service vendue en ligne avec éventuellement du renouvellement, évolution des tarifs. Est-ce que votre tarif il est fixe? S'il n'est pas fixe, sous quelles conditions vous pouvez le modifier et sous quel délai d'information de votre consommateur? Tout ça, ça doit être mentionné dans vos conditions générales de vente. Et vous voyez déjà quand on fait cette liste-là que lorsqu'on fait en fait, et c'est intéressant quand on se lance dans quelle que soit l'activité, mais par exemple sur le site de e-commerce, la rédaction des CGV, c'est là qu'en fait on commence à dresser le squelette de son exercice commercial derrière. Qu'est-ce que j'envisage de proposer moi comme méthode de vente à mes clients? Et donc c'est là que vous allez finalement, en reprenant les CGV, vous faites ni plus ni moins que de réfléchir sur c'est quoi les prestations que je vais proposer à mes clients. Donc c'est pour ça que c'est important de les faire vraiment sur mesure et en fonction, vous, de ce que vous allez proposer véritablement. Spécificité également pour les clients particuliers. Vous allez devoir, c'est la même chose pour les professionnels, évoquer les modalités de règlement des litiges, notamment le tribunal compétent. Mais spécificité pour les clients particuliers, vous devez mentionner obligatoire la possibilité de passer par un médiateur avant tout contentieux. Et même spécificité lorsque vous avez affaire à des clients particuliers, vous devez sur votre site internet fournir le lien vers la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges. C'est devenu obligatoire. La médiation aujourd'hui est un mode de résolution des litiges qu'on ne cesse de mettre en avant et c'est très bien. Et donc on est contraint de rappeler l'exigence de ces possibilités-là, en particulier lorsqu'il s'agit de clients particuliers. Sur les clients professionnels, je passe plus rapidement parce que c'est un petit peu moins contraint, mais malgré tout, il y a des informations à mettre. Les prix peuvent être hors taxe. Si vous appliquez des rabais ou des ristournes, il va falloir donner les critères d'application de ces rabais ou de ces ristournes, critères qui doivent évidemment être précis et objectifs. Ce n'est pas à la tête du client professionnel. C'est en fonction d'un volume de vente, d'une réitération de vente dans les 12 mois, à voir dans quelles conditions vous appliquez ces rabais et ces ristournes. Mais vous devez donner les règles du jeu en amont et cette règle du jeu, elle doit être précise et elle doit être objective. Vous allez également expliquer dans quelle mesure vous appliquez des escomptes commerciaux, quelles sont les modalités de paiement, le cas échéant, les pénalités de retard. Là, vous allez pouvoir appliquer des pénalités de retard quand vous êtes dans du B2B. Même chose, frais et date de livraison, et puis les modalités de règlement des litiges. Vous voyez que c'est un peu fastidieux, c'est laborieux, mais c'est le préalable impondérable, obligatoire quand on est sur un site de vente en ligne. Vous ne pourrez pas faire l'économie de la rédaction de ces conditions générales de vente. Si vous ne vendez pas en ligne, si vous avez simplement un site de présentation de votre activité de vente, pour le coup dans une boutique physique, vous pouvez mettre des CGV si vous le souhaitez sur votre site internet, mais à partir du moment où vous ne vendez pas en ligne, vous pouvez vous contenter de les mettre dans la boutique physique. Ce n'est pas la même chose. Site de e-commerce, vos CGV, c'est obligatoirement sur le site internet. Et puis je vous disais, dans les CGV, lorsque vous vous adressez à des consommateurs, il y a ce fameux délai de rétractation, droit de rétractation qui existe depuis la loi Hamon de 2014, qui est consacré à l'article L221-18 du Code de la consommation. Ce droit de rétractation, il s'applique, et là c'est vraiment pour le coup, site de vente en ligne, on est en plein dedans. C'est un droit de rétractation qui s'applique pour les contrats de vente qui sont conclus à distance et hors établissement. Donc, par la force des choses, vous vendez directement depuis votre site internet, vous êtes concerné par ce droit de rétractation et ce délai de rétractation. Ce délai de rétractation qui permet donc au consommateur, si finalement il change d'avis, même après avoir conclu sa vente, même après la livraison, il peut, s'il le souhaite, finalement changer d'avis et se rétracter sur son achat. C'est un droit qui a été originairement prévu uniquement au profit des consommateurs. On s'est rendu compte avec la pratique que certaines TPE se faisaient parfois, finalement, pas flouer, mais étaient parfois elles aussi dans la nécessité de pouvoir bénéficier de ce droit de rétractation. Ce qui fait qu'avec le temps, la réglementation s'est assouplie
Et on a un peu plus ouvert l'application de ce délai de rétractation à certains professionnels. Je dis certains professionnels parce qu'ils ne sont pas non plus en nombre. Il faut que ce soit des professionnels qui ont acheté un produit qui n'est pas en lien avec leur activité principale. Voilà, je suis professionnel, je suis par exemple avocat, j'achète un bureau, c'est pas en lien direct avec mon activité habituelle d'acheter du mobilier. Voilà. Donc, il ne faut pas que la vente soit en lien direct avec mon activité principale, la vente de produits ou de services. Et il faut aussi que j'ai moins ou seulement 5 salariés. Si j'ai plus de 5 salariés, je ne suis pas professionnel pouvant bénéficier d'un délai de rétractation. Donc, c'est là où on voit que c'est vraiment une ouverture qui est censée être très limitée par rapport aux bénéficiaires. Ce délai de rétractation, il va faire l'objet d'une information préalable. Typiquement, les CGV, c'est l'occasion d'informer le consommateur ou certains professionnels de l'existence de délai de rétractation. Artung, si vous ne le faites pas, ce délai de rétractation qui est de 14 jours ou plus si vous le souhaitez, si vous n'informez pas au préalable, c'est 12 mois. Donc pendant 1 an, votre particulier, il peut décider finalement de vous renvoyer la marchandise. Information préalable, l'idéal est même d'avoir un formulaire type sur votre site internet. Délai de 14 jours minimum à compter du lendemain, alors je vais bien insister sur minimum, c'est-à-dire que si vous décidez finalement que c'est 30 jours, vous avez le droit, mais vous ne pouvez pas faire moins. Et c'est à compter du lendemain de la livraison si c'est la vente d'un bien, à compter du lendemain de la livraison du dernier bien si c'est une vente qui portait sur plusieurs produits, ou bien à compter du lendemain de la conclusion du contrat si c'est la vente d'un service. D'accord ? Parce que là, par définition, il n'y a pas de livraison de produits. Délai de rétractation. Alors, il y a certains produits, lorsqu'ils sont vendus, qui vont pouvoir échapper à l'application de ce délai de rétractation. Typiquement, les produits personnalisés. Je vais sur un site, sur PhotoWeb, je fais personnaliser la gourde avec, avec une photo de ma fille. Je ne vais pas la renvoyer derrière, tant pis. Je la garde pour moi parce que c'est du bien personnalisé. Même chose pour les biens qui ont des dates et des durées de péremption. Le délai de péremption fait que tout ce qui va être alimentaire, on ne va pas pouvoir renvoyer ces produits-là et ils sortent du champ d'application de ce délai de rétractation. Pour les services, par exemple, je sais que tout ce qui va être hôtellerie sort également de tout ce qui va être application du délai de rétractation. On a là aussi quelques activités, quelques domaines qui échappent à l'application de ce droit de rétractation. J'accède ensuite au deuxième grand volet, mais qui est beaucoup plus rapide à rédiger sur les sites Internet, mais obligatoire, tous les sites Internet confondus, c'est les mentions légales. But des mentions légales, il faut le garder à l'esprit, c'est tout simplement que vous êtes responsable de ce que vous allez faire circuler comme information sur votre site Internet. Ce qui veut dire que demain, vous avez non pas utilisé une image libre de droit ou sur une banque de données autorisée, mais vous êtes allé récupérer une image sur Google et en fait, pas de chance, sur cette image, il y a des droits d'auteur et vous n'avez pas obtenu l'autorisation de l'auteur. L'auteur, il doit pouvoir trouver qui est l'éditeur du site Internet pour savoir à qui envoyer sa mise en demeure. Qui est responsable du contenu de ce site Internet? C'est les mentions légales qui vont donner ces informations-là. On est responsable de son site Internet. Donc, les mentions légales, c'est là aussi l'impondérable non négociable pour tous, quel que soit le site. Site de vente en ligne, pas de vente en ligne, mais site Internet, mention légale. Ça doit être là aussi facile d'accès. Donc, rebelote, petite mention en bas de page, ça va bien. Et il faut que ce soit compréhensible. La plupart du temps, les mentions légales, elles ne sont pas très compliquées. Si vous faites du copier-coller ou si vous vous inspirez, attention à modifier les noms. Ça arrive malheureusement encore trop souvent. Vous allez dire qui est l'éditeur. Vous allez également indiquer, par exemple, les coordonnées de votre hébergeur, l'hébergeur de votre site web. Pourquoi? Parce que depuis la loi LCEN, on a
une responsabilité en cascade sur le contenu des sites Internet. Si l'éditeur qu'on a contacté ne réagit pas à la mise en demeure en recommandé qu'on a envoyé, on doit pouvoir contacter l'hébergeur pour lui demander de faire le nécessaire pour retirer le contenu illicite, par exemple. Donc, on donne les coordonnées également de l'hébergeur. C'est d'autant plus pas important si vous êtes un particulier, mais là, on est hors site de vente en ligne, parce que vous avez le droit de ne pas donner votre nom ou prénom, de rester anonyme, RGPD oblige. La contrepartie, c'est que vous donnez le nom de l'hébergeur pour que l'hébergeur puisse donner en cas de problème vos coordonnées. Notez que ça, c'est vraiment que si vous êtes que sur du site de particulier, type blog de voyage. Si vous êtes micro-entrepreneur, entrepreneur individuel avec un site de vente en ligne, vous mettez votre identité, nom et prénom, ça reste obligatoire. Là aussi, retenez absence de mention légale. Il y a là aussi un risque si vous vous faites balancer par les petits voisins et les concurrents notamment. Ça peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour les entreprises individuelles, c'est des maximums, et jusqu'à 375 000 € pour les sociétés. Je vous ai mis ici le petit récap de ce que vous devez avoir dans le contenu, dans vos mentions légales. Votre identité, donc là je fais le distinguo entre personne physique, éditeur du site, personne morale. Vous le voyez, nom, prénom, ou bien de l'autre côté, dénomination sociale, forme juridique, montant du capital social. Les coordonnées de l'hébergeur du site. Et puis, je vous l'ai remis là, c'est pas obligatoire, mais c'est l'occasion de les marquer. Les mentions de copyright. Ça, c'est plus, voilà, petit tuyau, mais là, vous pouvez remettre, Michael le disait tout à l'heure, lorsque vous utilisez du texte, des photos ou autre, ou même si vous avez fait développer votre site Internet par un développeur freelance, vous allez pouvoir ici respecter le droit moral des auteurs et mettre votre mention de copyright. Vous pouvez également, dans ces mentions légales, je ne l'ai pas remis ici, mais je vous le dis, avoir une petite mention sur tout ce qui va concerner les liens hypertextes. Est-ce que vous autorisez des tiers à pointer vers votre site Internet ou pas? Ou est-ce que c'est soumis à votre autorisation? Et est-ce que vous êtes responsable ou pas si vous mettez des liens hypertextes sur votre site Internet? Vous pouvez toujours tenter de mettre une clause qui dit que vous n'êtes pas responsable du contenu des sites vers lesquels vous pointez. Vigilance malgré tout, il faut régulièrement aller voir ce qu'il y a sur les sites vers lesquels vous pointez, parce que si vous avez du contenu illicite, le conseil, c'est quand même d'enlever les liens hypertextes, parce que cette mention légale, ce n'est pas un document qui est accepté par les tiers. C'est juste un document d'information, donc pas d'exonération de responsabilité. Mais vous pouvez rajouter cette petite mention sur les liens hypertextes. Et puis, si vous le voulez, vous pouvez rajouter également des mentions sur les données personnelles, où vous pouvez décider de faire une politique de confidentialité. Et je laisse Mickaël, du coup, vous parler de toute la problématique des données personnelles sur votre site web. Dans les 5 minutes qui restent. Ouais. Merci. Effectivement, en fait, toute la politique de confidentialité, en général, on peut la retrouver soit dans les mentions légales. Moi, il me semble plus pertinent d'avoir vraiment un onglet particulier, politique de confidentialité. L'idée, c'est que sur votre site web, vous allez nécessairement collecter et traiter de la donnée personnelle. Vous avez une page contact où vous allez demander à l'internaute de mettre ses noms, prénoms, numéro de téléphone, adresse mail. Vous avez une page pour créer un compte, par exemple, sur votre site. Vous allez simplement organiser une vente sur le site. Donc, vous allez avoir une adresse postale pour faire la livraison, un nom, un prénom, des données bancaires et ainsi de suite. Vous allez collecter et traiter de la donnée personnelle. Quelques recommandations très rapides, vous faire le droit des données personnelles en 2 minutes. Juste quelques points d'attention. Première chose, il ne faut collecter que les données utiles. Ne collectez que les données utiles en lien avec la finalité, avec ce que vous voulez faire sur votre site. Là aussi, ce sera un travail à faire avec vos développeurs au moment du développement de votre site web. Il ne faut pas prévoir, par exemple, je ne sais pas, une petite case pour rentrer pour que l'internaute mette une donnée alors qu'il n'est absolument pas nécessaire. Donc là aussi, c'est avec le développeur, il faut faire attention à ces points-là de données personnelles. Par exemple, pour la page contact, vous avez simplement l'internaute qui veut vous poser une question. Eh bien, en théorie, on a besoin d'un nom, d'un prénom, d'un courriel, peut-être d'un numéro de téléphone si on demande d'être contacté par téléphone, et puis uniquement ensuite une page libre pour le texte, l'objet de la demande. Mais en théorie, on n'a pas forcément besoin d'autres informations. En théorie, on n'a pas besoin d'avoir l'adresse postale de la personne sur la page contact. Parfois, ça peut justifier, mais par principe, on n'a pas besoin d'avoir ces informations. Donc, il faut réfléchir à chaque fois, à chaque traitement, quelles sont les données personnelles que l'on peut collecter. Et la règle, c'est qu'on ne peut pas collecter
des données personnelles qui ne sont pas utiles. Et donc ensuite, pour chaque traitement, donc vous allez réfléchir comme ça à chaque traitement qui va être mis en œuvre dans le cadre de votre site web. Et pour chaque traitement, eh bien, il faut se poser la question, il faut lister, eh bien, pour ce type de traitement, je vais traiter quel type de données personnelles. Ensuite, on se pose la question de, c'est un peu plus juridique, mais quelle est la base légale de ce traitement? C'est-à-dire que est-ce que je collecte ces données personnelles parce que elle s'est basée sur le consentement, ça veut dire que l'internaute a donné son consentement express pour que je collecte ces données personnelles. Typiquement, c'est la petite case à cocher. Sur la page contact, en général, il y a également la petite case à cocher en disant bah, j'accepte que vous collectiez mes données personnelles pour me recontacter. Ça, c'est le consentement, la base légale. Une autre base légale, vous pouvez traiter des données personnelles parce qu'elles sont nécessaires pour exécuter un contrat. Vous avez l'internaute qui commande un produit sur votre site web, eh bien, vous avez en gros, vous n'avez pas besoin d'avoir son consentement express. Dès lors qu'il commande un produit, nécessairement, pour exécuter le contrat, pour lui livrer, eh bien, vous devez traiter ses données personnelles. Son nom, son prénom, son adresse postale pour lui livrer bien, et ainsi de suite. Il y a d'autres bases légales. Parfois, c'est la loi qui vous oblige à collecter des données personnelles. Il y a de l'intérêt légitime aussi, mais je ne vais pas rentrer dans cette notion-là. Ensuite, à chaque fois, il faut se poser la question de la durée de conservation. Vous avez des données personnelles, combien de temps vous allez les conserver? Combien de temps vous avez le droit de les conserver? Ensuite, qui seront les destinataires de ces données personnelles dans votre entreprise? C'est-à-dire que dans votre entreprise, qui sera destinataire de ces données? Si c'est pour un achat qui a lieu sur votre site web, eh bien, le service commercial ou le service comptabilité pourra avoir accès à ces données, mais le service RH n'a pas à avoir accès à ces données. Et donc, il faut cloisonner aussi en interne qui peut avoir accès à ces données personnelles. De la même façon, se poser la question en externe, en extérieur, qui pourra avoir accès à ces données. Par exemple, vous avez un achat, et bien votre expert comptable, qui sera un tiers, pourra avoir accès à des données liées à l'achat, mais c'est tout. Votre expert comptable n'a pas à avoir toutes les données liées avec la page contact, par exemple. Si je donne un rapide exemple, bon là c'était un rapide exemple sur par exemple, le traitement de paiement en ligne. Paiement en ligne, les données concernées, bien, du coup, c'est uniquement la phase de paiement, où le client va uniquement payer quelque chose en ligne. Les données concernées, c'est des données d'identification et des données bancaires, numéro de carte bancaire en général. Les finalités, bon, là, si je fais uniquement la première, un paiement unique, donc c'est-à-dire bah, la finalité, c'est pour pouvoir payer, tout simplement. La base légale, ça va être l'exécution du contrat, parce que c'est pour exécuter le contrat, pour vendre le produit, bah, il faut qu'on collecte les données bancaires. Ça. Et la durée, le principe en la matière, eh bien, on peut conserver les données bancaires jusqu'au paiement, jusqu'à la confirmation du paiement, voir si c'est un consommateur, vous pouvez les conserver, vous devez les conserver jusqu'à l'écoulement du délai de rétractation. Puisque s'il y a un délai de rétractation, vous allez utiliser les données bancaires pour rembourser la personne. Et puis, et à chaque fois, mais ne serait-ce que pour le paiement, par exemple, il y a aussi la question de conserver le fait que l'internaute va accepter que ces données bancaires soient conservées par le site web pour des achats ultérieurs, par exemple. C'est d'enregistrer ces données bancaires. Il y a là la finalité, donc c'est le petit 3, paiement d'un achat ultérieur. La base légale, là, c'est le consentement. Parce que c'est pas pour la base légale, c'est pas l'exécution du contrat, parce que pour l'instant, le client, il n'a pas encore contracté. Mais donc, c'est sûr, il donne son consentement pour que le site web conserve les données bancaires. Et la durée, eh bien, le principe en la matière, c'est jusqu'au retrait du consentement ou jusqu'à l'expiration de la carte bancaire. Et tant qu'il y a ça, eh bien, on peut conserver les données bancaires. Ça, c'est pour vous donner un exemple. Et donc, dès lors que vous avez listé tous les traitements de données personnelles que vous faites en lien avec votre site web, eh bien, en fait, vous mixez le tout et vous expliquez tout ça dans votre politique de confidentialité. Puisque vous avez une obligation, parfois d'obtenir le consentement, mais à minima d'informer l'internaute, d'informer le client de votre politique en matière de traitement de données personnelles. C'est votre politique de confidentialité. Et donc, vous devez informer l'internaute de ce que vous faites, vous, dans votre entreprise, avec les données personnelles de vos clients, mais de vos prospects, des personnes qui vous ont contacté, des personnes qui ont créé un compte, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, vous devez définir tous les traitements qui ont lieu du fait de l'utilisation du site web. Donc, c'est concrètement, en fait, dans la politique de confidentialité, vous pourrez avoir le tableau que j'ai mis juste avant. Moi, en plus, je n'hésite pas dans mes politiques de confidentialité à mettre des tableaux. En fait, je mets des tableaux, je liste tous les traitements et puis je mets des tableaux avec les durées de conservation, avec donc les traitements, les données, les traitements concernés, les bases légales, les destinataires. On va aussi préciser, par exemple, est-ce que les données vont circuler hors de l'Union européenne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ensuite, dans la politique de confidentialité, on organise aussi
tout ce qui est les demandes d'exercice des droits des personnes concernées. Les personnes concernées, que ce soit un client ou quelqu'un qui a voulu vous contacter, donc il a l'information de votre politique en matière de confidentialité, parce qu'il a lu la PC, et à un moment, eh bien, il va pouvoir demander, il veut se rappeler 2 ans après, il va vous faire une demande d'accès. Dire simplement, au fait, vous avez quelles données sur moi? Ou alors une demande d'opposition ou d'effacement en disant, bah, je sais que vous avez des données sur moi parce que j'ai acheté avec vous il y a 1 an, bah, merci de tout supprimer. Donc, il peut faire un certain nombre il peut exercer ses droits en la matière. Donc là, vous allez organiser cette demande d'exercice des droits dans la politique de confidentialité. Sachant qu'en la matière, en fait, dès lors que vous avez une demande d'exercice des droits, vous avez 30 jours pour y répondre. Sinon, sinon on peut saisir la CNIL. Et c'est assez facile de saisir la CNIL. Vous faites quand même attention à ça. Vous avez 30 jours. En général, ça va être prévu dans la PC, demander, par exemple, la communication d'une pièce d'identité de la personne qui vous contacte pour vérifier que c'est la personne qui vous contacte, bah, c'est bien la personne qui est concernée par les données personnelles. Parce que sinon, ce serait facile n'importe qui pourrait envoyer un courriel à n'importe quelle entreprise en disant bah, je m'appelle un tel, quelles données personnelles vous avez sur moi? Et puis là, du coup, vous avez l'entreprise qui va répondre en disant bah, je sais que vous vous appelez tant, vous appelez comme ça, vous êtes né telle date, vous habitez ici, votre numéro c'est ça, vos données bancaires sont ça. Oula, non, non, non. Donc là, il faut être sûr que ce soit bien la personne concernée. Donc, on accepte de communiquer une pièce d'identité. L'idée, c'est que pour vous, si vous avez la pièce d'identité, que vous vérifiez l'identité, ensuite vous la supprimez automatiquement. Ça, c'est important. Et d'une manière générale aussi, là, c'est une recommandation plus large, vérifier la conformité de vos sous-traitants. Vous pouvez avoir un hébergeur, vous pouvez avoir un comptable, vous pouvez avoir un développeur de site ou un mainteneur de votre site web. Vérifiez qu'eux-mêmes sont bien conformes aux droits des données personnelles. Vous avez une entreprise qui fait la maintenance de votre site web, qui peut avoir accès potentiellement à beaucoup de choses de votre site web, à toute votre liste d'achats et à toute votre liste de clients. Vérifiez que lui-même est bien conforme aux données personnelles, qu'il a la sécurité qui va bien, que lui-même, que toutes les données sont conservées dans l'Union européenne, par exemple. Vérifiez aussi la conformité de vos sous-traitants. C'est un point très important. L'emailing, je vais passer pour terminer sur les cookies. C'est les dernières données personnelles. Là, ça reste une donnée personnelle, un cookie, puisque c'est une information liée à une connexion. Donc, c'est un cookie. Là, c'est plus généralement pour dire les dernières recommandations. D'abord, voyez avec votre développeur sur quels sont les cookies qui seront déposés par l'usage de votre site web. De plus en plus de prestataires, d'ailleurs, proposent maintenant d'avoir des sites web zéro cookie. Alors, ça implique qu'il ne faut pas avoir trop de fonctionnalités. Alors, typiquement, pour avoir un site de vente en ligne, là, il faudra des cookies, ne serait-ce que pour conserver l'information du panier, par exemple. Mais ça, il faudra un point voir avec les développeurs pour savoir quels sont les cookies qui seront déposés du fait de l'utilisation de votre site web. Et la règle, c'est qu'il faut nécessairement une information préalable et un consentement express de l'internaute pour pouvoir déposer des cookies qui ne sont pas obligatoires sur son terminal. Parce que c'est considéré comme un traitement de données personnelles, et donc il faut le consentement de la personne, tout simplement. Et donc là, il faut qu'il consente à ce que des cookies soient déposés sur son terminal. Pas besoin de ce consentement pour les cookies fonctionnels, qui sont nécessaires au fonctionnement du site web, mais pour tous les autres cookies, il faut nécessairement le consentement. S'il n'y a pas de consentement, pas de cookies. Sachant que maintenant, les bannières, ou une bannière type, il faut que la possibilité de refuser ou d'accepter, ça soit au même niveau. Il ne faut pas que ce soit plus difficile de refuser des cookies que d'accepter. Il y a encore un certain nombre de sites qui ne sont pas conformes en la matière. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas conformes que c'est bien ce qu'elles font. Voilà, et puis, alors les dark patterns, je ne vais pas forcément parler, là c'est plus une question éthique. En fait, les dark patterns, c'est ce qu'on appelle les moyens un peu, des interfaces un peu manipulatrices qui vont essayer d'un peu de manipuler les personnes, les clients, pour proposer un produit supplémentaire à la fin dans le panier, pour vous inciter à accepter les cookies avec, je ne sais pas, vous avez un petit personnage, un petit ourson qui pleure en disant s'il vous plaît, acceptez les cookies, s'il vous plaît. Pour vous faire accepter les cookies, bon, effectivement, vous êtes gentil, j'accepte les cookies. Ce qu'on appelle les dark patterns, en soi, c'est légal. Ça pose plus des questions éthiques. À chaque entreprise d'avoir sa politique éthique. Et donc là, c'était un des exemples. Alors, c'est pas négatif, mais par exemple, vous avez de plus en plus de sites, type là, donc là, le Parisien, qui demande le dépôt de cookies en disant bah, merci d'accepter les cookies. Si vous acceptez pas les cookies, bah, vous ne pourrez pas accéder au site, sauf à vous abonner, avoir un abonnement annuel. Il y a eu un certain temps une sorte de flou, savoir est-ce que c'était légal ou pas. La position de la CNIL aujourd'hui, c'est plus de te dire que c'est légal, ça peut être justifié. Mais là, c'est vrai qu'on est un peu dans le dark pattern. Alors, c'est pas péjoratif parce qu'on comprend le site, ce type de site qui fonctionne grâce aux revenus publicitaires et donc qui ont besoin, pas en partie, donc qui ont besoin qu'on accepte les cookies.
Mais là, voilà, c'est une question à la fois éthique et moins juridique, mais c'est à vous de voir. Ce qu'il faut retenir, c'est que les cookies, on doit les accepter, sinon on ne peut pas les déposer. Je m'arrête là, on a un peu dépassé. Merci de votre attention. Donc, si vous avez quelques questions, oui, vous avez une question peut-être? Oui, ok. Mais oui, effectivement, c'était une question. Ce qui pouvait être un peu étonnant, mais la position d'Acné, du coup, ils ont accepté. Oui. Par rapport à l'aspect du site, ça a été, c'est quel acteur qui est en charge, va être en charge d'avoir des sauvegardes antérieures. D'accord. Alors, je reprends juste votre question pour. Ouais. La question, c'est quel acteur dans le développement ou autre est en charge de la sauvegarde? Oui. Alors, pour permettre de dater un site, en fait. C'est ça. Ou pour simplement sauvegarder toutes les données, toutes les informations qui vont exister. Bah, sur la sauvegarde, de toute façon, ça va être l'hébergeur. Oui, c'est ça, c'est l'hébergeur. L'hébergeur qui va sauvegarder le site. Là aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais l'importance de bien négocier son contrat d'hébergement, notamment, quelles sont les mesures de sécurité en la matière? Parce que vous avez un serveur d'OVH qui brûle. Si vous aviez uniquement un site web qui était hébergé uniquement sur le serveur de OVH qui a brûlé, potentiellement, vous avez tout perdu. Et donc, il n'y a plus rien. Donc aussi, de bien regarder son contrat d'hébergement pour voir les mesures de sauvegarde, d'imaginer. La régularité aussi de ces sauvegardes-là, c'est-à-dire qu'il y a certains sites, quand c'est des gros volumes de sites de vente en ligne, on va avoir besoin de faire des sauvegardes tous les jours, toutes les semaines, et d'autres où à l'inverse, c'est pas la peine d'avoir des sauvegardes aussi régulières. Et puis effectivement, derrière, qui les conserve et où? Est-ce que c'est un envoi des anciens fichiers une fois l'an, et puis une fois qu'on vous l'a envoyé, nous, on garde plus rien, c'est votre responsabilité. Ça, après, c'est du gré à gré dans le contrat, en fait, d'hébergement. Et ça se paye aussi en général, d'avoir une protection, d'avoir une sauvegarde tous les jours qui est en redondance, qui est sur qui est sur deux sites physiques différents ou autres. Bah forcément, c'est ce qui va être le mieux, mais ça se paye, forcément. Mais ça va être l'hébergeur, en tout cas, qui sera responsable de la sauvegarde. Oui. D'accord. Donc, c'est une question sur les mentions légales et donc vous êtes dans une coopérative. En fait, il y a plusieurs sociétés. Vous êtes dans une coopérative et donc, en gros, qui est l'éditeur du site, finalement? Je te laisse répondre. J'allais dire, alors, le site, c'est votre site ou c'est celui de la coopérative? Alors, je pense que c'est vous. Oui, c'est ça. Dès lors, c'est vraiment, l'idée, c'est d'identifier qui va être le responsable du contenu. L'éditeur, c'est celui qui va vraiment être en charge du suivi du site, de ce qu'il décide de mettre dessus, etc. Donc, si c'est vous qui avez la main sur ce site-là, ça va être vous qui serez éditeur du site Internet. Si ça avait été le site de la coopérative, mais qu'en réalité, vous gériez dans le cadre d'une délégation, je ne sais quoi, c'est la coopérative. Mais si c'est votre site, vous, et que c'est vous qui décidez c'est vous qui êtes éditeur. Personne physique, ouais. Enfin, si vous êtes entrepreneur individuel ou ça va être personne physique. D'autres questions? Pas de questions. Bon. Mais oui. Donc, si vous vendez. Ok. Donc, la question, c'est s'il y a une vente pour les ventes à l'international. Ouais. Du coup, comment ça se passe? J'allais dire, ça va être pareil, c'est des mentions dans les CG. Alors déjà, il y a la question en pratique, est-ce que vous allez proposer cette vente à l'international? C'est-à-dire que vous, si vous êtes basé à Nantes, par exemple, mais que vous ne proposez pas des livraisons partout de par le monde, de fait, vous limitez le commerce intra-France, par exemple, ou intra-UE. Mais dans ces cas-là, vous allez simplement préciser au moment des deux, lorsque il y a la demande de livraison, vous allez dire, vous allez avoir une mention qui dit que vous ne livrez pas en dehors de tel ou tel territoire. Si vous décidez de vendre à l'international, il faut préciser dans vos conditions générales
quel est le droit applicable. Parce que effectivement, dans ces cas-là, on peut avoir des éléments d'extranéité, hein, c'est-à-dire voilà, le client est aux États-Unis, le vendeur est en France, quel est le droit qui s'applique, voilà, il faut le préciser dans les conditions générales. C'est vrai que c'est important de détailler dans les CGV, puisque en fait, si vous mettez rien, il y a des règles qui vont s'appliquer par défaut, en fait. Et là, ça va dépendre des traités internationaux, notamment entre la France et le pays concerné. C'est pour ça que c'est mieux, si vous l'avez prévu dans vos CGV, c'est le droit qui s'applique. Vous dites, de toute façon, c'est le droit français qui s'applique. Une fois que vous avez dit ça, que le client il soit chilien, brésilien ou chinois, c'est le droit français qui s'applique. Point. Avec en plus, dans les CGV, par exemple, on parlait aussi, au-delà de la question du droit applicable, il y avait la question, j'avais mentionné voilà, les modalités de livraison et les frais. S'il y a de l'international, c'est hyper important de détailler les frais, parce qu'évidemment, des frais de livraison intra-UE ne sont pas les mêmes que quand il faut traverser l'Atlantique. Et donc ça, parfois, ça va être de dire c'est sur devis. Et ça, il faut que ce soit là aussi détaillé et spécifié. Enfin, il faut, voilà, encore une fois, informer, il faut tenir le consommateur par la main. Une autre question? Donc la question, c'est est-ce que c'est intéressant de faire vérifier la conformité des documents que vous avez pu rédiger vous-même, en vous inspirant de ce qui peut exister? C'est même bien de les faire rédiger. Oui, c'est ça. Mais effectivement, en fait, je pense qu'on a à peu près la même chose. On a deux types de clients. On a soit des clients qui viennent en disant merci de rédiger les mentions légales, les CGV, la politique de confidentialité. Puis d'autres qui viennent en disant j'ai rédigé mes propres CGV, mes propres documents. Est-ce que vous pouvez les relire? Donc effectivement, ça fait une prestation. C'est pas qu'on n'aime pas faire ce travail de relecture, de vérification, mais forcément, c'est quand on n'a pas eu la main dessus, on n'aurait pas forcément rédigé comme ci ou comme cela. Et souvent, il y a un certain travail de reprise, mais en tout cas, oui, nécessairement de les faire valider. Ça vous couvre même au niveau. Je ne devrais pas dire ça, mais même ça vous couvre au niveau d'assurance, parce que si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, le droit qui est intervenu, si vous avez un problème, vous pouvez toujours engager notre responsabilité. Sachant qu'après, moi, effectivement, comme tu le disais, souvent quand on relit, on a parfois, finalement, mais pas forcément nous, moins de temps à relire qu'à rédiger. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas toujours une question d'économie ou autre. Après, ce qui peut être long, c'est encore l'avantage quand vous avez déjà rédigé, c'est on va avoir votre schéma ce que je disais tout à l'heure sur la structure de vente que vous mettez en ligne, tout ça, ça a déjà été tout fait. Alors, quand on doit nous rédiger, il faut qu'on vous repose des questions. Alors, comment est-ce que vous envisagez de vendre? Et c'est quoi vos modes de paiement, etc. Donc, parfois, ça prend plus de temps en amont. Mais oui, les deux sont possibles. C'est vrai qu'il y a ce que tu disais, il y a beaucoup d'échanges justement, où on va poser des questions très concrètes aux clients et parfois c'est des questions qu'il ne sait pas poser parce qu'il est au début de son projet et puis il dit ah oui mais effectivement pour la livraison ou pour la garantie et du coup il faut que je m'organise différemment et ça fait ça le fait mûrir, oui, ça fait cogiter, ça fait mûrir en fait. Ça c'est intéressant. On a une question sur le budget prévoir pour la rédaction et vérification du contenu légal. Ah, ça dépend de l'avocat. Pour le coup, c'est très compliqué en fait. Un budget à prévoir ça dépend du site, ça dépend si vous avez déjà rédigé. Moi, typiquement, quand des clients me demandent ça, en fait, je leur demande simplement de m'envoyer les documents. Et en fait, on va regarder d'abord les documents pour ensuite pouvoir faire un devis. Pour dire, voilà, là, globalement, ça m'apparaît convenable. Et donc, ça peut être, alors je ne vais pas donner de prix, mais ça peut être. Non, je ne vais pas donner de prix, mais c'est très compliqué. C'est effectivement très variable en fonction. Alors, c'est pas qu'on fait à la tête du client, c'est pas ça, mais c'est aussi qu'on tient compte normalement de la situation économique de la société qu'on a en face de nous. C'est-à-dire qu'évidemment, si on doit relire ou écrire des CGV pour une grosse boîte locale qui a énormément de volume de clients déjà, ça va pas être le même volume de CGV à rédiger ou à relire que l'artisan qui a un petit site de vente en ligne qui commence seulement à se développer. Donc, c'est extrêmement difficile. Et puis, en fait, nous, après, on tient compte aussi de la situation financière du client. On fait du sur-mesure à chaque fois. Donc, c'est très rare de faire… on fait du forfait, mais on fait du forfait sur mesure en fonction de la situation spécifique qui nous est présentée. En général, ça ne coûte rien, en tout cas, de poser la question. Vous envoyez ce que vous avez fait. Nous, on peut regarder… En regardant rapidement, on peut déjà vous donner une estimation. On dit, pour
pour relire et mettre en conformité, valider et faire les petites modifications, bah, on peut vous proposer tant, par exemple. Mais sinon, c'est pas possible de vous donner un budget, parce que ça peut être très différent. Il y avait une question dans la salle. Donc. Oui, donc il y a une remarque sur la nécessité de passer par un professionnel du droit. C'est essentiel pour l'image, la crédibilité d'entreprise. Je pense qu'on est totalement d'accord, effectivement. Ça reste un document juridique, c'est un contrat. N'importe qui peut se rédiger lui-même un contrat, mais effectivement, ça me paraît essentiel, en tout cas pour être, en termes de sécurité juridique, je pense que l'important pour une entreprise, c'est la sécurité juridique. C'est pas de se dire, je viens de me lancer, et puis 6 mois après, du coup, je vais déjà avoir des procès, des contentieux et autres. Donc, oui, c'est ça. Ce qui est compliqué parfois, enfin, je ne sais pas si toi tu as le même sentiment, c'est que c'est des documents que vous êtes souvent amenés à rédiger au lancement d'une activité, donc à un moment où le budget n'est pas toujours exponentiel. Il faut se dire que c'est quelque chose qui, en même temps, si elles sont bien rédigées, si elles sont carrées, il n'y a pas besoin de les retoucher tout le temps. Donc c'est un coût parfois initial, mais pour une sécurité qui est plus grande. C'est pour ça qu'après, moi, j'aime bien dire, bah, vous voyez aussi, vous pouvez effectivement commencer avec des CG faites vous-même et que vous adaptez aussi. Parce que parfois, moi, ce que je vois aussi dans la pratique, c'est qu'on a des clients qui viennent nous voir, ils sont au tout début, ils ne savent pas encore précisément comment est-ce qu'ils vont vendre, sous quelle modalité, les frais de livraison, dans quel pays. Et finalement, c'est parfois trop tôt pour déjà confier. Là, je me tire une balle dans le pied quand je dis ça, mais il faut parfois que le projet soit déjà bien arrivé à maturation pour avoir des conditions générales qui ne bougent pas dans les 2 mois. Parce qu'au final, si c'est avoir des belles conditions générales au début, qui en réalité ne correspondent pas à ce qu'en pratique vous allez pouvoir tenir pendant 1 mois comme modalité de vente, c'est embêtant parce que vous êtes obligé de reprendre la copie 1 mois après. Donc il faut trouver cet équilibre aussi entre peut-être dans un premier temps, je démarre. Et après, quand j'ai plus quelque chose de construit, je fais appel à un professionnel. À l'inverse, il y a aussi parfois le fait que faire appel aux professionnels du droit, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vous faire accompagner sur toutes les questions qu'il y a à se poser sur le contractuel avec vos clients. Et il y a plein de choses auxquelles, je pense qu'à chaque fois, c'est la même chose. Ah ouais, je ne pensais pas qu'il fallait marquer ça, qu'il fallait prévoir ça. Parfois, ça peut être intéressant effectivement de faire presque en 2 étapes, c'est d'avoir un premier contact avec un avocat pour essayer d'éclaircir un peu toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, notamment avec des startups qui peuvent être nos clients. On va poser les questions des CGV, même d'organisation contractuelle, parce que là, on va se rendre compte que qui vend à des particuliers et à des professionnels, c'était une des questions du chat, je me suis permis de répondre directement, à des particuliers et des professionnels, et donc la question, c'est est-ce qu'il faut 2 CGV différents? Oui, c'est quand même mieux. En fait, en soi, on peut avoir un seul et même document des CGV qui sont pour les professionnels et pour les particuliers, mais c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il faudra dissocier des clauses, mettre en avant des clauses pour les consommateurs. C'est un peu compliqué. C'est quand même beaucoup plus simple d'avoir 2 types de CGV. Et puis, en fait, c'est pas parce qu'il y a 2 CGV que le budget va être x2, en réalité, parce qu'en fait, c'était la même logique d'entreprise. Mais en tout cas, d'éclaircir des questions, là, c'est en général là aussi, on se pose la question, est-ce qu'on va déposer une marque ou pas? Souvent, nous, on a aussi ces questions-là. En matière de données personnelles, de politique du groupe société, on leur dit, là, il faut faire attention à ça, ça, ça. On me dit, ah oui, du coup, je vais peut-être pas récupérer ce type de données. Ça fait mûrir un peu, et puis ensuite, on se revoit peut-être 3 mois après, où là, ça a bien mûri. Ok, c'est bon, on peut y aller. On lance les CGV. Et donc, ça peut être en étapes, en différentes étapes, et je pense que c'est bien de se faire accompagner pour tous ces éléments juridiques. L'idée, c'est qu'en fait, s'il y a ce laps de temps, du coup, il n'y a pas encore de vente, de mise en œuvre de la société. L'idée, c'est vraiment au tout début, on est alors pas au tout début du projet. Non, bien sûr, par contre, il faut parfois, ça arrive aussi, on a des clients qui ont déjà fait quelques ventes, on dit, voilà, j'ai déjà fait quelques ventes, voilà le contrat que j'ai pu faire. Je dis, ok, j'espère qu'il n'y aura pas de contentieux sur ces premiers contrats. Mais effectivement, oui, bien sûr, dans l'idée, c'est qu'il faut quand même que les CGV soient terminés. Sinon, en plus, il faut mettre à disposition les différentes versions des CGV sur le site web, parce que s'il y a des évolutions, il y a en cas de contentieux, puisque si c'est un contentieux qui arrive 2 ans après, du coup, ce sera les CGV applicables au moment de la vente. Donc, ça aussi, voilà, pour éviter que ça change tous les mois, il faut historiser. Oui.
Alors, c'est vrai qu'on n'a pas cette question de paiement en ligne. En général, en fait, la sécurisation, ça se passe même pas par nous parce qu'en général, c'est les développeurs ou autres qui vont travailler avec des banques directement et il y a une grande sécurisation qui passe par eux, en fait. Donc, ça pose moins de questions juridiques. Moi, je sais qu'une fois, j'avais des problématiques, enfin, des questions juridiques sur où, en fait, mon client, il encaissait de l'argent de client et ensuite il reversait à des photographes. Et donc, en fait, c'était de l'encaissement pour compte de tiers et donc il y a une réglementation spécifique. Mais sinon, non, vous avez des modules de paiement qui sont même parfois dissociés du site web. Vous basculez sur le module de paiement du CIC, de Crédit Agricole. En général, il n'y a pas trop de difficultés sur ça. Ça fait un placement de produit. Oui, ou de... Mais après, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que le réflexe qu'il faut avoir, de toute façon, c'est de regarder les conditions du service qui vous est proposé, par exemple, par l'établissement bancaire qui vous fait un module de paiement en ligne. C'est regarder. Typiquement, voilà, les données personnelles, parce que là, on a de la donnée bancaire en plus, donc données sensibles. Vérifier ce qui vous sécurise en fait dans les relations avec eux. C'est un peu les réflexes qu'il faut avoir, parce que généralement, après, c'est des modules qu'on vient juste implémenter sur le site internet. Et encore une fois, juridiquement, c'est juste que vous allez être tenu vis-à-vis de vos clients sur la sécurisation de ces paiements-là. Et donc, vous assurez que ce que vous vous engagez à tenir vis-à-vis de vos clients, en fait, généralement, vous allez dupliquer ce que l'établissement bancaire vous propose comme sécurisation. Enfin, vous allez pouvoir faire un peu un effet de miroir, mais donc, il faut regarder ce que l'établissement bancaire vous offre comme garantie. Des questions? Ok. Très bien. Oui. Donc, une question quand on a des mises à jour, donc des documents contractuels. Il faut informer au préalable et puis vous allez informer qu'il y a une nouvelle version à telle date. Et puis après, elles seront de nouveau accessibles. Vous conservez de toute façon la version. Enfin, votre client, il est censé avoir conservé une version des conditions générales, mais voilà. Et vous, l'idéal, c'est quand même il faut conserver des conditions, les différentes versionning de vos conditions générales, puisque comme le disait Michael tout à l'heure, un client qui contracte là maintenant avec vous, qui achète maintenant, s'il y a un problème sur le vice caché, même si le vice caché, c'est pas forcément ce qui va beaucoup bouger, mais s'il y a un problème sur la livraison, par exemple le délai de livraison, et qu'entre-temps vous avez changé de conditions générales pour vous mettre un délai de livraison plus grand, n'empêche que vous vous êtes engagé avec les conditions générales qu'il a acceptées au jour de la vente. Donc, il faut que vous pensiez à garder régulièrement les versions à jour et les différentes mises à jour de vos conditions générales. Moi, je conseille à mes clients justement d'historiser sur le site web, de faire apparaître les différentes versions en disant c'est les CGV applicables du 1er janvier de 98 mais parfois, ça va être un peu compliqué de le faire. C'est quand il y a eu des grosses évolutions, parce qu'il ne faut pas que le client nouveau puisse croire qu'il a le droit, enfin, il pourrait avoir accès à certaines choses ou autres. Donc, c'est bien de donner la bonne information. Et puis, c'est pareil sur les questions de l'évolution des conditions générales de vente. Moi, je conseille souvent d'éviter les 10 milliards de petites modifications à chaque fois. C'est-à-dire que si vous commencez à vous dire, oh là, mes conditions générales, je vois qu'il y a des choses qui ont bougé, il va falloir que je les mette à jour. Prenez le temps de faire une vraie mise à jour plutôt que 15 petites. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, en termes d'image, ça peut donner l'impression d'une entreprise qui fait tout le temps bouger ses conditions générales. Ce n'est pas crédible là non plus. Donc, il vaut mieux à la rigueur se dire une fois par an, je fais le point sur mes conditions générales et c'est une fois que j'ai modifié mes conditions générales que je modifie mes conditions de vente véritables plutôt que de faire tous les 2 mois une modification avec du coup des versionning éventuellement en ligne en plus qui vont laisser apparaître X versions de vos CGV. Quoi. Et c'est pareil, une fois que vous avez vos CGV, n'hésitez pas à faire, au moins tu as un audit, un mini audit. Je sais pas, peut-être au moins tous les 5 ans, de vérifier qu'il n'y a rien à bouger, en fait, parce que vous dites, c'est bon, vous avez mes CGV, moi, c'est un avocat qui nous a rédigé il y a 15 ans, donc c'est bon, je suis tranquille. La loi bouge. La loi bouge un peu, la jurisprudence aussi, on a des nouvelles décisions, les textes européens qui arrivent. Donc voilà, c'est au moins de faire un petit point. Je ne dis pas tous les mois, pas ou tous les ans, mais sauf si vous entendez passer qu'il y a quelque chose, et là, vous dites, j'ai vu passer ça, est-ce qu'il faut changer? Mais de faire un rapide audit, ça, pour le coup, ça ne coûte pas très, très cher. Oui. Non, c'est simplement quand une nouvelle loi intervient. En général, nous, on le sait d'avant, parce qu'il y a le projet de loi qui est en cours, c'est en discussion à l'Assemblée nationale, et ensuite, du coup, la loi va être votée, et puis ensuite, en général, elle est mise en application peut-être que 6 mois ou 1 an après.
qu'en fait, on le sait. Typiquement pour le RGPD, ça faisait 2 ans qu'on savait très bien que le RGPD allait arriver. Et le texte, il date de 2016 avec une obligation en 2018 mise en œuvre. On avait 2 ans pour se préparer. N'empêche que la majorité des entreprises n'étaient pas prêtes. Mais donc, en fait, il y a un délai, justement, qui en général, autour de enfin, ça dépend des textes. Mais voilà. En fait, souvent, vous avez une date d'entrée en application, enfin, une date d'entrée en vigueur qui n'est pas la même que la date d'adoption de la loi pour permettre. Il peut y avoir des décrets d'application et puis voilà, et puis pour le temps que les entreprises se mettent en conformité. Donc on a en général plusieurs mois, voire plusieurs années. Comment? Oui, alors le délai de mise en application, en général, on fait plus référence dès lors qu'il y a besoin de décrets d'application. Parfois, une loi ne se suffit pas à elle-même, il faut des décrets d'application pour prévoir des mesures concrètes, plus pratiques. Pour le délai de rétractation, par exemple, c'était pour prévoir le formulaire de délai de rétractation. Donc, c'est un décret qui est intervenu. Tant qu'on n'a pas le décret, la loi ne peut pas s'appliquer. L'idée, oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça, pour donner l'information, parce que vous-même, vous pouvez essayer d'aller chercher sur le web, mais autrement, vous allez voir un professionnel du droit qui pourra vous dire justement si vous avez des modifications importantes qui sont intervenues depuis 3, 4, 5 ans. Oui, potentiellement, en fait. Oui, voilà. Après, ça peut être très rapidement, on peut vous dire si oui ou non il y a des modifications. Après, on peut discuter, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de faire une mise à jour des conditions générales de vente? Ou alors, on peut estimer, parfois, je ne devrais pas trop dire ça, mais des fois, on a un calcul de risque en disant, oui, là, il y a une petite modification. Et après, est-ce qu'on entraîne une modification, une nouvelle mise à jour des conditions générales juste pour cette petite modification? Le risque, il est assez faible. Il peut quand même y avoir un risque, mais est-ce qu'on le fait tout de même, sachant que peut-être qu'en plus on a des abonnements et que ça veut dire qu'il faut donner l'information au contrat en cours et ainsi de suite. Donc je dis, on va peut-être essayer de décaler un peu la mise à jour. Ça, après, c'est une discussion à avoir en fonction de la modification. Ok, donc la question sur la contradiction entre les CGV et les CGA, entre les conditions générales d'achat et les conditions générales de vente. Souvent, on va avoir alors après, ça peut être une bataille de l'un contre l'autre, mais souvent, on va avoir une mention qui va venir dire dans les conditions générales de vente, vous allez avoir un petit texte qui vient vous dire que les conditions générales de vente de l'un dominent, l'emportent sur toute condition générale d'achat de voilà. C'est compliqué. En fait, il n'y a pas de réponse certaine, effectivement. Et en fait, ça va être en fonction du contexte. Et malheureusement, en gros, c'est le dernier qui a répondu, qui a fait le devis et qui n'a pas remis en cause les CGA ou les CGV adverses. Eh bien, ça veut dire que s'il ne les a pas remis en cause, il les a acceptés. Donc, en gros, c'est le dernier qui. C'est des dernières décisions de justice, c'était un peu ça. C'était le dernier qui a parlé, qui a répondu et qui n'a pas remis en cause les conditions contractuelles de la partie adverse. Eh bien, c'est-à-dire qu'il a indirectement, il y a accepté. L'idée qui est sous-jacente, c'est que quand on a CGV, CGA, on est rendu sur quelque chose qui relève plus finalement du gré à gré. Enfin, on est sorti du côté conditions générales qui s'applique à tout le monde. Chacun y va avec sa parole respective. Et donc, il y a un moment où effectivement, c'est j'impose les CGA ou j'impose les CGV. Celui qui n'a pas réussi à imposer le plus perd. On va peut-être s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, on peut rester encore un petit peu, mais on va peut-être s'arrêter là. Merci à tous. Merci à ceux qui étaient présents en ligne. Merci à vous qui étiez présents ici physiquement.